Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impact Wrestlers, le numéro 31. On va faire un tour de table très rapide pour pouvoir lancer le numéro de plein pied. À ma gauche, Prousty. Oui, salut tout le monde. Ah ben oui, à ma gauche, d'accord. Et bonne année quand même, parce que c'est le premier de l'année 2013 de la TNA. Oui, enfin, je sais pas si on a bien commencé l'année avec Genesis, mais en tout cas, bonne année à tous. Si vous n'avez pas écouté l'épisode des Awards, je passe la parole à Sébastien qui est aussi à ma gauche. Salut tout le monde. Alors, si vous entendez Sébastien vomir pendant l'épisode, c'est pas grave, c'est parce qu'il a vu le mariage de Brooke Hogan et Bully Ray, donc forcément, ça remonte un Eh peu. oui. Et en plus, je suis un peu malade, donc ça, rajouté à ça, il y a des risques que je vomisse. À ma droite, MP. Moi, j'aurais plutôt dit au nord, mais bon, Eh ben oui, oui. je Mais suis c'est là. quoi cette table? C'est une table ronde ou Oui, carrée? une table virtuelle. Alors, en fait, c'est à ma En fait, droite. il fait les intros comme Jeremy Borash, c'est pour ça. Non, mais c'est à ma droite sur Skype, quoi. Enfin, à mon extrême droite, Renaud. Oula! Salut tout le monde. Ouais, l'extrême Oula! droite. Oui. Non, je déconne. Oulala! Mais ça me fait plaisir d'être là ce soir. Oh la polémique, bravo! Ah oui, bravo, hein. Je te remercie, hein. Bah, c'est bien, moi je suis au centre. Et ben voilà, tu vois, y a pas de Oh problème. non, comme Gus, on fait chier. Angus. Représente, hein. Animateur, animateur. On va parler un petit peu du programme. Donc, en première partie, on va parler du dernier match contre Arles-Avignon. Puis après, on va parler un petit peu de transfert. David Paulet qui part à Charleroi et Oh, bah Mugrabi ça qui va. repart Casse du en Israël. RC Lens. Ah, tu déconnes, MP s'est déjà suicidé là. Donnez-moi une corde, s'il vous plaît. Bon, on va parler des favoris pour la saison NHL pour le coup, allez. À quoi on parle pas de long? Youpi! Bah merde. Mais non, de Genesis quand même. Premier pay-per-view de Ah, la TNA qui en offre 4 cette année. on n'est pas dans l'after-foot. Oh bah tant pis, hein. Oh non, on n'y est pas. L'imitation de Courbis. Merci. C'est bien, coach. Donc, dans ce programme du 31e épisode de Impact Wrestlers, on va parler bien sûr du pay-per-view Genesis, décryptage, analyse de la part de toute équipe. Puis après, on va parler un petit peu du nouveau programme de la TNA qui s'appelle TNA British Bootcamp, qui va durer à peu près tout le mois de janvier et qui concerne 4 catcheurs anglais. Après, on va parler aussi de la réorganisation de l'année au niveau des pay-per-view pour la TNA. On va voir qu'elle change un petit peu tout, puisque au lieu d'avoir une douzaine, enfin peut-être pas 12, mais on va dire une dizaine de pay-per-view sur l'année 2013, on va en avoir 4. Et les autres, c'est des pay-per-view à partir du mois d'avril, qui seront mensuels, mais qui seront enregistrés. Et puis je crois que c'est tout au niveau du programme. Des petites brèves éventuelles. Le gut check peut-être qui a délivré un nouveau participant, enfin des nouveaux participants en tout cas. Et puis nouvelle participante, je dirais même. Et puis nouveau membre de la TNA. Oui, et aussi on va parler un petit peu du dernier impact, puisque Sébastien l'a vu, il me semble. Et oui, Exact. ben, c'est de là justement qu'on connaît le nouveau membre de la TNA. Donc à suivre. De la Le nouveau TNA. membre de Oui, Ace and Ace plutôt. oui. Ah, de la TNA aussi, je suis désolé. De la TNA aussi. De gut check. Donc on va lancer un petit jingle, Brucey, tu me lances ça? Oh bah oui, jingle fait par Vincent. I have been alone on this road, and my empty hands have nothing to show. Will you be my peace when my heavy heart holds no hope? Lately, I've been struggling just to see your face, and everything I reach out for. On est de retour avec ce petit jingle d'une trentaine de secondes. Donc on va s'attaquer tout de suite au pay-per-view Genesis. Alors Genesis qui a eu lieu à Orlando en Floride comme d'habitude, dans l'Impact Zone, au studio Universal. Un pay-per-view qui a eu lieu le 13 janvier, dimanche dernier. On a démarré ce pay-per-view avec un match pour les ceintures par équipe entre Chavo Guerrero et Hernandez, les champions, contre Joey Ryan et Matt Morgan. C'est la deuxième fois, il me semble, que Ryan et Morgan affrontent les champions pour les ceintures, messieurs, en pay-per-view. Ben oui, c'était affronté à Final Résolution déjà un mois il y a environ. C'est un autre match, je trouve, qui a quand même une certaine qualité, même si je trouve que les champions par équipe sont assez, je dirais, sont des phases classiques. Disons on n'arrive pas à innover, comme par exemple des équipes heel comme Christopher Daniels et Kazarian, qui on va revoir plus tard dans le pay-per-view, qui ont été
peu innovateurs dans tout ce qu'ils font, quoi, dans leur segment, dans leur imitation qu'on a vu Impact récemment de James Storm et DJ Styles, fait par justement ces deux protagonistes. Et voilà, ça a été, je pense, un bon match pour quand même bien commencer le pay-per-view, mais ça n'a pas été, je dirais, un classique quand même tag team, même si ça a été un bon match d'environ 10 minutes tag team qui a bien commencé cette soirée, même si j'aurais aimé un changement de titre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Je vois Sébastien sera peut-être du même avis, mais disons que Matt Morgan et Joey Ryan, c'est pas franchement, on en parlait déjà le mois dernier, une paire très très fonctionnelle, donc très très déséquilibrée quoi, entre un costaud et un petit qui subit beaucoup. Donc à partir de là, les voir champions par équipe, ils font pas énormément réagir la foule non plus du côté du côté hit quoi. Du coup, franchement, c'est pas les champions indiqués. Bon, même si Chavo et Hernandez n'ont pas vraiment énormément de charisme, ne dégagent pas vraiment d'émotion, là, ce match a eu parfait reflet. Mais bon, les laisser à le titre jusqu'à lockdown, c'est ce qui semble indiquer de toute façon. Bon, après, le rematch était normal suite à la disqualification le mois dernier. Mais après, Sébastien pourra mieux en parler que moi. On a déjà les prochains challengers qui s'offrent. Et eux, par contre, feraient des gros champions par équipe sans aucune rivalité d'ailleurs, je pense. Effectivement, puisque au dernier Impact, on semble se diriger apparemment vers une union de Austin Harris et de Bobby Roode en fait. Donc j'espère que ça va pas être sur le long terme parce que ces deux-là ils sont très bons individuellement, donc je vois pas vraiment l'intérêt de les mettre en équipe. Et c'est pareil un petit peu pour Morgan et Ryan, parce que pour moi je trouve que c'est deux très bonnes individualités, mais qui n'ont pas forcément de connexion réelle, donc ça m'aurait un peu embêté de les voir champions par équipe. Donc à défaut de mieux, je pense que Chavo et Hernandez doivent garder les ceintures pour le moment, parce qu'il n'y a pas d'équipe qui sort du lot, à part Christopher Daniels et Kazarian pour moi. Vas-y, Renaud. Sur le match en lui-même, j'ai trouvé assez sympa. C'est pas non plus. C'est pas un super opener, ça se laisse regarder. Moi, je reviens juste sur une prise qui m'a choqué. Parce que j'ai vu le pay-per-view là cet après-midi, donc c'est encore tout récent dans la tête. C'est un powerbomb de Morgan sur Ryan vers la fin du match, où il a envie de porter son powerbomb, mais Ryan il décolle pas du sol. Et il continue, il insiste, et Ryan il décolle pas du sol. Puis d'un seul coup, il lui met un coup d'avant-bras dans le dos, comme pour lui donner un peu le départ du powerbomb. Et là, il part vraiment pour du bon. Et il lui explose le crâne directement sur le ring. Ça m'a choqué de voir cette image-là. Ça faisait un moment que j'avais plus vu un powerbomb raté comme ça. Bon, il n'a pas non plus cassé en deux, hein, mais le choc il est assez terrible. Donc voilà. Sinon, le match plutôt correct, divertissant, mais rien de spécial. On est assez habitué avec Hernandez des prises puissantes ratées. Je sais pas si Renaud connaît cette prise, mais il y a une fois un Impact il avait porté, bon, ça date d'il y a quelques années déjà, hein, mais il avait porté son finish qui ressemble à celui de Sheamus et de Razor Ramon. Et il l'avait porté sur Douglas Williams et il l'avait cassé en deux quoi. Ah oui, tu m'avais montré la vidéo. Ouais. J'ai dit Morgan, je voulais dire Hernandez, hein, pardon, ceux qui ont écouté, je voulais dire Hernandez qui botche le powerbomb sur Ryan. Pas Morgan qui botche sur Ryan, puisqu'il était en équipe, bien sûr. Donc je conseille aux auditeurs qui n'ont pas vu encore ce moment, mais c'est assez effrayant à voir parce qu'on se demande comment Douglas Williams ne peut pas se casser la nuque sur ça. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un petit problème à la TNA, puisque on parle de l'équipe Harris et Roode, mais en fait à la TNA, si on exclut les deux là, il n'y a que 3 équipes. Les deux là du match et Daniels et Kazarian. Broussi. Bah évidemment, c'est sûr que c'est incroyable. Il y avait encore peu, il y avait l'équipe Daniels Angle et puis bon l'équipe Styles Angle plutôt. Et puis donc Kaz Daniels, ces deux équipes elles ont en quelque sorte disparu. Donc à partir de là, et puis il n'y en a eu aucune de nouvelles. Donc du coup, ça a limité fortement le champ. Déjà que Joey Ryan et Matt Morgan c'était plus une équipe de circonstances, on va dire, pour le retour de Matt Morgan. Et sinon, non, il y a pas vraiment d'équipe qui s'impose. Et je sais pas comment ils vont faire ça. Franchement, cette division par équipe, elle est assez faible en nombre de talents. Et qu'à voir par exemple qu'ils avaient viré Generation Me. Voilà. D'ailleurs, là, c'est bon, par exemple pour une info là, pour Sébastien, je pense. Et oui, c'est une bonne transition parce que on a réussi à avoir un accord des Young Bucks Generation Me pour une interview écrite pour Wrestle Radio. Donc ça va sortir dans les prochains jours. Mais j'ai envie de dire, la création de l'équipe Roode Harry, c'est peut-être une bonne nouvelle justement pour combler pendant ce temps-là que d'autres équipes qui se créent ou, par exemple,
pendant ce temps-là que Rude et Harris ont été dans les derniers mois fortement impliqués dans la scène plutôt heavyweight, c'était heavyweight. Et maintenant, ça va les faire un peu enlever de cette scène-là pour laisser la chance aux autres, justement, de Daniels qui va avoir sa chance au prochain Impact, je pense, vu qu'il a gagné dans ce match-là face à James Storm au pay-per-view. Donc, ça va laisser la chance aux autres, je pense. C'est peut-être une bonne nouvelle pour au court terme. Je pense pas à une association à long terme entre les deux, mais peut-être sur le court terme, ça peut être pas mal, quoi. Ouais, sur le coup de terme, je suis d'accord. Mais après, ouais, justement, il faut savoir bien les faire rebondir parce que, comme Sébastien disait tout à l'heure, ce sont de grands talents en solo, donc ce serait dommage de les laisser de côté. Après, c'est sûr, ils peuvent pas retourner autour du titre. Bon, même si ça fait un peu bizarre, vu que Austin Harris est quand même sur l'affiche de Lockdown, on aurait pu s'attendre à ce qu'il tourne encore autour du titre, mais non, du coup. Bah, c'est peut-être des plans entre guillemets en urgence qui ont été faits du coup là pour les par équipes. Mais je vous pose une question là, le gut check là n'apporte pour l'instant que des participants solo bah, qu'on ne voit plus d'ailleurs après à part Christian York. Bah, je me demande s'il gagnerait pas à commencer à auditionner des équipes, ce serait plutôt pas mal quand même. C'est vrai que ça serait une bonne idée. Après, ça dépend si c'est pour mettre une équipe de deux individualités. Je sais pas, par exemple, mettre Sam Shaw et puis Alex Silva, par exemple, des gagnants du début. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'utilité. Je pense que s'il faut mettre une équipe dans le gut check, il faut mettre une équipe qui existe déjà sur la scène indépendante. Oui, c'est ça dont je parlais, oui, auditionner directement moi je pense, voilà. Faire un numéro au gut check avec deux équipes qui s'affrontent et puis ça donnerait une nouvelle équipe déjà par exemple. Ouais, ils sont un peu dans Je l'urgence, la pense que TNA, là, en ce moment, hein, pour les équipes. Excuse-moi, MP, mais. En tout cas, moi, je suis de loin la TNA, de très très loin même, mais à ce que je vois, ouais, ils sont vraiment dans l'urgence de trouver des équipes parce que là, ça tourne vraiment en rond, quoi. moi, que vous avez parlé de scène indépendante, ça m'a rappelé directement dans mon cerveau que ce serait bien que la TNA signe Red Titus, qui était partenaire à la ROH avec Kenny King, justement. Puis bon, Kenny King a un peu des plans en ce moment, mais peut-être dans le futur, ce serait bien d'avoir cette équipe-là réunie encore sur la TNA parce qu'on sait leur talent quand même sur la scène indépendante à la ROH, entre autres. Donc, ouais, je pense que ce serait une équipe potentiellement quand même qui serait facile à réunir. Là. Red Titus ne doit pas avoir, je pense, peut-être qu'il a un contrat, mais je veux dire, Kenny King, ils ont bien réussi à l'amener, donc je vois pas pourquoi il y aurait de problème avec Titus aussi. Ouais, mais je pense que Titus, ils vont pas le laisser partir facilement à la ROH parce que quand tu regardes déjà, ils ont perdu El Generico, ils ont perdu. Comment il Ah, s'appelle? Generico, ça date un peu quand même, hein. Oui, enfin, je veux dire, il était encore présent cette année. Ils sont quand même en perte de vitesse à la ROH parce que David Richards et Eddie Edwards, ils sont pas en main event. Et en ce moment, ils sont dans une phase d'évolution. À part Kevin Steen, il n'y a pas vraiment de main eventer à la ROH. Ah, j'y allais seul en parlant d'ancienne la TNA. Ouais, mais encore, enfin, il est en train de monter. C'est comme Michael Elgin. Ils sont dans une phase d'évolution, de transition. Ouais, je pense que Titus pourrait faire partie des prochains grandes stars de la ROH, pourquoi pas. Et je pense que la ROH devrait miser dessus. Alors, si en plus il y a encore Titus qui part dans une autre fédération, ça pourrait faire mal à la ROH. Mais là n'est pas le problème. En tout cas, moi je vous rejoins sur les avis du match concernant la qualité. Ça se laisse regarder, mais ce qui me gêne un peu, c'est que ça pourrait être un match à impact. Et en parlant de ça, cette semaine d'explosion, le petit show secondaire qui est diffusé au Royaume-Uni, ben c'est le même match, sauf qu'il y a pas les ceintures en jeu, ce qui est un peu con, quoi. Bah, Ouais. ça montre qu'il n'y avait aucun intérêt, quoi. De bout en bout. Mm. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, messieurs. Bah ouais. Ouais. Donc le prochain match est un match simple qui oppose Samoa Joe, ancien champion poids lourd et champion par équipe et champion télévision, contre Mr. Anderson qui s'est un petit peu lié au Aces Nates récemment. Un match de 9 minutes 40. Et d'ailleurs, le match précédent était un match de 12 minutes 30. Qu'est-ce qu'on a pensé, messieurs Renaud, tiens. Bon, moi j'aime toujours autant Samoa Joe, hein. À chaque fois que je vois Samoa Joe, je trouve qu'il exécute ses prises vraiment à la perfection. Ce catcheur, je suis totalement fan. Le match en lui-même, ouais, j'ai bien aimé, hein. Bah, surtout quand Samoa Joe avait l'avantage parce que par contre Anderson, waouh, qu'est-ce qu'il a perdu physiquement. Je trouve qu'il a vraiment fondu. Il est beaucoup moins intéressant qu'à l'époque pour moi, hein. Je suis pas fan de la fin du match aussi. Je voulais revenir sur la fin du match parce que Samoa Joe, il a pas assez subi pour rester KO, je trouve, sur la fin. Alors il prend le finish, ok, de Mr. Anderson, mais c'est vraiment ah tiens, je me prends le finish donc je perds le match. C'est comme ça que j'ai ressenti. Donc oui, voilà pour moi. Bonne prestation de Samoa Joe, assez déçu de Mr. Anderson.
On pourrait rappeler un petit peu le contexte. C'est Kurt Angle qui avait un match la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, à Impact. Il devait affronter Mr. Anderson. Mr. Anderson est arrivé sur la rampe d'entrée et il y a Mac Knox qui est arrivé par derrière pour lui mettre un coup de, euh, de marteau dans la jambe, je crois. Et puis bah, forcément, ça a blessé Kurt Angle. Samoa Joe qui faisait un petit peu équipe avec Kurt Angle contre les Aces and Eights récemment, a voulu venger son pote et c'est aussi là le signe de un petit peu qui rappelle la fin du match quand Mike Knox arrive avec son marteau, il y a Samoa Joe qui se dit ah il va vouloir recommencer son coup et puis c'est là que Mr. Anderson porte son finish. Sébastien. Et pendant le combat, j'ai aussi appris que Samoa Joe, il était malade, un petit peu comme moi en fait. Et ça ne s'est pas vu du tout parce que c'est un très bon match, je trouve, de sa part. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est un match qui est oubliable, mais une bonne prestation des deux, on va dire. C'était surtout pour faire avancer l'ambiguïté de la liaison Anderson et Aces and Ace. Mais après le match, ouais, comme dit, on va l'oublier directement. MP. Ouais, ben, je rejoins mes deux confrères de podcast. Je suis d'accord avec vos avis, mais moi, je sais pas, je suis le seul à penser ça, mais moi, Anderson, je sais pas, ça me rappelle un peu l'excitement que j'ai avec l'angle des Season Ace, là, mais je suis pas intéressé du tout de le revoir, quoi. Ce mec-là, je sais pas qu'est-ce que d'autres y trouvent, mais je sais pas, moi, j'arrive pas à accrocher à lui, j'arrive pas vraiment à cerner vraiment l'intérêt que les autres ont en lui, parce que, je sais pas, moi, quand je vois dans le ring, je veux dire, il a quand même donné des bons matchs. Par exemple, quand on voit son match contre Kurt Angle il y a 2 ans, je pense à Lockdown, c'était un très bon match, mais je veux dire, sinon, il y a eu des blessures, il y a eu des moments qui n'étaient plus là. Je sais pas, moi, ça m'a pas. J'étais pas vraiment très content de le revoir. Puis surtout, cette association avec les Seasonates, ben, c'est un peu ceux qui l'ont attaqué. Donc, il vient rejoindre les Seasonates, on sait pas trop pour quelle raison. Bon, ça fait pas si tant de sens que ça du niveau logique de storyline, quoi. Mais ouais, ça fait beaucoup de points, je trouve, négatifs sur ce retour-là. Et j'avais pas nécessairement beaucoup d'intérêt dans ce match-là. Surtout qu'il n'avait pas été, je crois, annoncé à Impact. Donc, c'est un match un peu qui arrive comme ça. Bon, Samoa Joe, j'ai envie de dire, j'espère qu'un jour il va retrouver un meilleur poste à Athena ou même dans d'autres fédérations parce que là, je sais pas, j'ai envie de dire que il s'est fait caser avec des mecs comme Garrett Bischoff et Wes Briscoe. Je pense qu'il a mieux à faire quand même. Mais sinon, oui, le match n'était pas si mal, mais c'est moyen quoi. C'est pas un match encore là qu'on va se souvenir longtemps. Moi, je te rejoins un peu sur Anderson. Renaud disait qu'il l'intéressait avant. Moi, personnellement, Anderson ne m'a jamais intéressé, que ce soit à la TNA ou à la WWE. Il peut sortir un bon match de temps en temps, mais il me fait surtout penser à The Miz. Il est comme The Miz, il est très bon au micro. Au niveau du personnage, ça nous intéresse. Enfin, quand c'est bien utilisé, forcément. Mais au niveau du ring, il est très limité. Je pense que The Miz, contrairement à Anderson, il a progressé au niveau de la technique dans le ring et Anderson, il n'a jamais vraiment. J'ai jamais trouvé qu'il avait progressé dans le ring. C'est un petit peu ça aussi qui le dessert. Et puis il faut avouer que depuis qu'il est à la TNA, on le met en avant, mais c'est que par vague quoi. Il avait été mis en avant il y a 2 ans, je crois, quand Jeff Hardy était champion poids lourd. Avant ça, l'accident de Victory Road. Il y avait eu 2 matchs, dont un super match de l'échelle à Against All Odds en février 2011. Mais à part ce match-là, que je me souviens de lui, il n'y a aucun match de Anderson à la TNA. Pourtant, ça fait quand même 2 ans qu'il a signé à la TNA. Il n'y a aucun match dont je me rappelle qui est vraiment bon, quoi, à part celui-là. Ce qui est un peu gênant pour un catcheur. Aussi. Ben oui, c'est vrai que là je suis de vos avis. Ben, malgré que à la différence de toi, bah moi je l'apprécie quand même pour ses qualités. Bah, à la WWE, moi je l'aimais bien et puis à TNA, ben, comme disait MP, bon, au début il donnait d'excellents matchs quand même avec Kurt Angle et de temps en temps il arrive à sortir de bons matchs. Après dans ce match-là il subit beaucoup, il gagne par opportunisme parce que bon moi j'ai trouvé un peu couillon la fin là quand même que Joe soit littéralement magnétisé par Knox. Bon après il y a une logique mais dans la rapidité d'exécution, j'ai trouvé un peu moyen. C'est ça qui était dommage, je trouve, dans le match. Mais après, ouais, concernant Anderson, c'est vrai, il fait penser en quelque sorte au Caro Van Damme. Bon, c'est pas le même genre, évidemment, de catcheur, mais ce sont deux individualités déjà connues, on va dire, sur la scène mondiale, entre guillemets.
la tienne elle se force un peu à les garder, j'ai l'impression. Elle sait pas vraiment quoi faire avec. Et ouais, c'est vrai qu'il revient souvent par vague, comme tu disais, Vincent. Et du coup, il a du mal à se renouveler, forcément. Entre les blessures qu'il a souvent et le fait qu'il n'ait pas vraiment de grand rôle sur la longueur, ça l'incite à rester assez monocorde, on va dire, sur son rôle à jouer. Sébastien, est-ce que tu as un mot à ajouter sur Anderson? Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Bruce T. Le personnage d'Anderson, moi il m'intéresse beaucoup. Je trouve que ce qui ne va pas actuellement, c'est plutôt sa direction du personnage. C'est le booking qui n'est pas bon pour lui en fait. Parce que dès qu'il avait les deux règnes de champion du monde il y a quelques années, il était très, très intéressant. Pour moi, je trouve le personnage en heel comme en face, il est plutôt pas mal. Donc c'est dommage, je trouve le booking. C'est vrai que le booking ne le met pas trop en avant depuis son arrivée. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Oui. Oui. Le troisième match de ce pay-per-view est un match... Enfin, c'est la finale du tournoi qui a eu lieu à Impact. Christian York avait battu Kid Cash pour être qualifié pour cette finale, et Kenny King avait battu Zima Ion, tous les deux dans des matchs simples. Donc ce match-là, c'est la finale pour le tournoi X-Division, et le vainqueur affronte plus tard dans la soirée Rob Van Dam. C'est un match de 10 minutes 10 et Christian York remporte le match. Je vais commencer par Sébastien. Alors pour moi, le combat est plutôt pas mal, hein. C'est une bonne action X-Division. Kenny King, à chaque fois, je le trouve très impressionnant dans le ring. C'est peut-être le plus impressionnant de la X-Division à l'heure actuelle. Après Christian York, je trouve qu'il est pas mal également. Il m'a bien surpris, mais il botche pas mal. C'est ça son point faible. Parce qu'il est plus tout jeune. Je crois qu'il a passé 40 ans ou il est pas trop loin. 36, d'accord. Il parvient à remporter le combat, mais c'est par un roll-up. Donc c'est une petite surprise quand même pour moi, mais c'est bien dans le sens où Kenny King n'est pas trop décrédibilisé avec cette défaite sans domination nette de York. On va passer à MP qui n'aime pas trop Christian York. Non, mais j'ai un problème dans le sens que je rejoins Sébastien du fait que York est un mec qui a un certain gabarit, je sais pas exactement comment et c'est quoi sa grandeur et tout, mais Pour comparer, pour je ceux sais qui ne regardent pas trop la TNA, je trouve qu'il a un petit peu un physique à la Tyler X. Peut-être un petit peu moins baraqué, mais en ouais. gros c'est Ouais, ça. moins baraqué. Oui, moins baraqué Puis quand même. ce physique-là, c'est pas exactement la chose qu'il faut pour être un bon catcheur X-Division parce que le mec, on dirait qu'il est toujours au ralenti, il est toujours, je veux dire, il a un manque de fluidité dans ce qu'il fait. C'est pas un Kenny King, c'est pas un Zimayon qui font presque à la perfection ce que leur demande, même qui cache aussi, qui est encore très bon, je trouve, à son âge. Christian York, des fois, et on regarde ces trucs dans un match Impact, d'ailleurs, de qualification, comme tu as parlé, Vincent. C'est contre Kid Cash et on voyait à certains moments qu'il y avait des gros problèmes, même dans ce match-là contre Kenny King. Des fois, il était un peu ralenti, les moves sortaient un peu moins bien. Donc, je sais pas si je pense que c'est surtout du côté de sa grosseur et tout, mais c'est une musculature, mais je pense pas que c'est son cardio en tant que tel, mais je sais pas, il y a un problème de ce côté-là. Ses moves, ça sort pas très bien. C'est pas, comme je disais, aussi fluide que d'autres catcheurs X-Division. Mais le match en tant que tel, moi, j'ai pas eu vraiment de problème avec ça. Je pense que c'est un bon match de 10 minutes d'X-Division. Même si je pense qu'on aurait eu, par exemple, un Kenny King Zimayon comme on a eu à Impact, ça aurait pu être un match meilleur, mais bon, on a décidé d'amener York dans ce match-là. C'est pas un mauvais choix non plus, mais puis aussi une victoire surprise de York que moi j'ai aimé dans le sens du storyline parce que Kenny King a ensuite détruit York. Je pense qu'on n'en a pas parlé encore, mais qui a amené un peu une dynamique intéressante, je trouvais, de ce côté-là que Kenny King ne pouvait pas avoir son match contre RVD immédiatement. Donc, je pense qu'on va sûrement l'avoir à Impact un jour, mais on patiente encore pour ce match-là. Puis j'ai bien aimé un peu l'angle qui était mise en place ici par l'équipe créative. Renaud. Alors Christian York, moi, ça fait des années que je l'avais plus revu catcher, parce que je l'avais revu depuis, mais catcher, ça faisait vraiment longtemps, parce que je l'ai connu à la ECW à l'époque. Il était même accompagné par Joey Mercury, et il avait eu quelques combats super intéressants contre Jerry Line, hein, notamment. Mais c'est vrai que là, ouais, j'ai trouvé aussi un peu plus au ralenti. Bon, c'est aussi normal, il a vieilli, mais D'ailleurs, Renaud, sinon, non, je te coupe tout de suite, parce que oui. moi je me suis posé la question au niveau de la fluidité. Est-ce que c'est l'âge qui fait qu'il n'est plus aussi rapide qu'avant et il a un petit peu du mal à offrir Moi, je les pense. moves aériens
puisqu'il Je y a- pense, je pense qu'il y a de ça dedans. toi qui as vu, Parce qu'il a- qui a vu ces matchs à l'ECW. ces matchs à la CW, moi franchement, personnellement, je me suis toujours régalé. Alors j'en ai pas vu non plus des dizaines et des dizaines, hein. Il était venu sur la fin de la ECW. Mm. Mais franchement, c'était très fluide, c'était très bon hein, contre Jerry Lynn. D'ailleurs, il y a des matchs contre Lynn qui sont dans les best-of maintenant sur DVD, on peut en retrouver sur les best-of de la ECW, donc c'est pas pour rien non plus. Ouais, c'était vraiment pas mal à l'époque. Mais là, sur ce match-là, j'ai trouvé les spots assez intéressants, les prises elles s'enchaînaient pas mal. Moi, j'ai bien aimé quand même son kick qu'il a fait à un moment donné sur le tablier du ring. Il a esquivé un kick de King pour en foutre un, lui, sur King justement. Ouais. Ouais, et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc oui, moi, j'ai bien aimé ce combat-là en lui-même. C'était plutôt sympa, ça m'a fait plaisir de revoir York. Donc voilà pour moi. Bouti. Ben, moi, je vais être moins critique parce que moi, je l'aime bien. C'est vrai que comme Renault, je l'ai déjà vu catcher par le passé. Bon, pas forcément en live, mais bon, voilà, un peu en décalé. Mais c'est vrai que c'est un peu classique. C'est certains de ces matchs du passé. Donc, c'est pas un mauvais catcheur, honnêtement, hein. Et puis, moi, je sais pas, c'est peut-être à chaque fois, c'est vrai, j'entends souvent parler de botch dans les matchs exhibition. Mais peut-être que c'est souvent justement ce style appelle ce genre de choses. Donc moi je les vois jamais les Bosch du coup quand c'est exhibition. Ailleurs je les vois, mais là non. C'est ça qui est un peu curieux peut-être, mais du coup moi ça me dérange pas en fait. Après c'est vrai que sur les 2-3 derniers matchs de York, il y a eu une légère baisse quand même par rapport à ces 3 premiers qui auraient été excellents. Je me demande si c'est pas dû justement au style. Et c'est vrai que comme MP et Seb en parlaient avant, je crois, il est peut-être pas vraiment typé X-Division, en effet, parce que contre Austin Harris et Jeff Hardy, non, c'est une bêtise, contre Bobby Roode et Jeff Hardy, il avait fourni 2 gros matchs, et ces 2 derniers ne sont pas typés X-Division. Donc je me demande si son rôle, il ne serait pas meilleur ailleurs qu'à l'X-Division, même s'il n'aurait pas mieux que l'étoffe d'un mid-carder, évidemment. Après, je reviens sur Kenny King. Pour moi, il sera champion à Lockdown. Il intéresse beaucoup la TNA quand même. Puis, il est très spectaculaire, hein. C'est quand même un petit Shelton Benjamin, hein. À chaque fois que je le vois, je me fais tout en réflexion. De toute façon, hein, depuis 4 ans que je le connais. Donc à terme, ça va être ça, à mon avis, hein. Et après, la fin, je me suis dit, oh mince. Voilà. Sachant ce qui allait, je me doutais de ce qui allait arriver après. Moi, la fin, Je elle pense me gêne un petit, justement, elle me gêne un petit peu juste la fin du combat parce que je trouve que Kenny King a plus d'avenir en tant que face. J'ai du mal à le voir en heel tout simplement parce qu'il est très spectaculaire et que c'est cette caractéristique que les gens ils aiment bien en fait. T'as pas envie de siffler des gens comme ça. Oui, je suis d'accord, Oui. parce que Kenny King, il a surtout été face d'ailleurs durant sa carrière à la ROH. Moi, pour ne pas être d'accord avec vous, moi je trouve que justement depuis qu'il est passé heel, Kenny King peut montrer plus sa personnalité, plus de temps d'antenne au micro et tout. Je pense que justement il a bien réussi à être heel, à montrer son personnage de heel jusqu'à maintenant. Je pense que c'est totalement bénéfique pour lui jusqu'à maintenant parce que il a vraiment ce rôle-là d'un pilier de la division jusqu'à maintenant. Bon, c'est sûr que la division est assez faible en ce moment, mais je pense qu'il a plus d'exposition comme ça. Il peut justement pas être le numéro 2 face, il peut être vraiment le numéro 1 heel de la X-Division et je pense que c'est totalement bénéfique pour lui. Peut-être pourquoi pas le tourner face par la suite, mais en ce moment, je pense pas que c'est un problème pour lui d'être heel. Moi, je suis d'accord à la fois avec Boussy et Sébastien, à la fois avec MP. Je le trouve bon dans les deux. D'ailleurs, dans ce match, je crois qu'il y a eu des chants pour lui, qu'il y a eu des chants Kenny King. Donc ça montre que les gens apprécient son style. Mais je trouve que à la fois il est bon en face, mais personnellement, je le préfère en heel. Je trouve qu'il est plus, forcément avec son style de catch, il peut faire l'arrogant, quoi. C'est pas un mec comme Gareth Bischoff qui peut se targuer d'avoir des prises comme ça, quoi. Donc je pense que il est plus à l'aise en heal et puis après faut éviter aussi d'avoir des catcheurs tout en face à l'exhibition parce que je trouve qu'on a un petit peu trop ça quoi. À part Ah Cash, d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus, ce qui conduira au prochain match. J'aimerais bien savoir comment vous voyez Rob Van Dam d'ailleurs. et je vais faire la petite transition avant de passer au match suivant. Si vous aimez la exhibition,
rester jusqu'à la fin du podcast puisqu'on va parler d'un pay-per-view qui a été enregistré et qui concerne l'exhibition. Donc le match suivant, c'était le match pour le titre de la exhibition entre Ron Van Damme et Christian York. Un match de 5 minutes 30, forcément avec les qualités physiques de Ron Van Damme et la fatigue de York, ça pouvait pas durer 3 heures. Donc le champion, c'est évidemment Ron Van Damme. Ron Van Damme demande au début du match si York veut quand même faire le match, puisqu'il n'est pas dans la meilleure des formes, puisqu'il vient d'être assommé par Kenny King qui a effectué son finish. Donc Ron Van Damme conserve son titre. Je vais prendre la parole en ce début d'analyse de ce match. On parlait des botches dans le match York-King. J'ai trouvé qu'il y en avait un énorme. Il n'était pas énorme, mais il aurait pu être très grave. C'est quand Ron Van Damme veut placer pour la première fois son Fox Splash et qu'il y a York qui se déplace pour l'éviter. Il se déplace pas assez vite et franchement, à une demi-seconde, il se prenait Van Damme sur la tête, quoi. Ah ouais. Je sais pas si vous avez remarqué cette prise. Ouais, j'ai vu moi. MP nous dit que c'est le Royal Flush, le finish de King. Bah tiens, MP, comme tu veux prendre la parole, tu vas la prendre. Ok, bah oui, j'ai bien aimé ce match. Je pense que ça, je veux dire, dans les limites d'un match de 5 minutes entre un Rob Van Damme et un Christian York déjà épuisé, mais c'est quand même un match qui était comme il a bien servi, je trouve, l'angle de Christian York, c'est notre mec qui lâche pas, c'est notre mec qui est persévérant, même s'il y a un match de 10 minutes avec Kenny King qui s'est fait assommer par la suite. Il était un mec qui était persévérant, il a quand même essayé de gagner le titre. Je pense que c'est le but vraiment de montrer que Christian York, c'est un guerrier. Ça a bien, je trouve, bien paru dans ce match-là. Puis, surtout au début du match, Christian York ne veut pas abandonner et tout, il veut quand même lutter. Donc, ça, je trouve que c'était bien. Mais oui, je te rejoins, Vincent, sur le botch majeur. Christian York, je sais pas ce qu'il faisait, mais il y a quelques fractions de secondes de plus et il y aurait eu une blessure, un truc du genre, parce que, putain, Rob Van Damme, il est arrivé directement dessus. Donc, mais ouais, je pense que sinon, à part ce botch majeur, je pense que ça a quand même été bien réalisé. Il n'y avait pas vraiment d'autres gros botch majeurs. C'était quand même un match, bon match exhibition court, même si c'est pas un long match, justement, à cause que on avait un match qui précédait ce match-là. Donc, mais ouais, dans le cadre des 5 minutes entre Van Damme et Christian York, je pense pas qu'on va avoir vraiment quelque chose de mieux. Donc, c'était un bon match pour suivre le match entre King et York. On va passer la parole à Broussy. Ouais, moi, le match m'a pas vraiment dérangé. C'est plus le contexte qui m'a dérangé, parce que c'est vrai que ça fait très opportuniste, là, à chaque fois, d'offrir toujours le tapis rouge là sous les pieds de Rob Van Damme. Moi, j'ai trouvé correct, mais sans plus. Et puis, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que parfois, Van Damme, il a quand même du mal. Ça se voit qu'il travaille pas assez avec ses adversaires. D'ailleurs, c'est ce qu'il a déjà dit dans une de ses interviews passées. Par exemple, Kenny King, avant de travailler contre lui à Final Resolution, il le connaissait même pas. Juste avant de monter sur le ring, il savait même pas qui c'était, Kenny King. Enfin, il s'était jamais parlé, rien du tout. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que Van Damme a vraiment ce caractère méga arrogant dans la vie de tous les jours. Il l'exprime à chaque fois d'ailleurs sur les médias sociaux, mais il est vraiment très arrogant de nature. Et du coup, pour lui, c'est le meilleur des meilleurs. Et justement, il n'aime pas travailler avec les autres. C'est un paradoxe, c'est dans le catch, mais parfois ça donne pas un bon lien dans les matchs. Et là, il faut faire avec. Hein. Après, là, quand c'est court, ça se voit pas trop. Quand c'est plus long, ça se voit. C'est ça qui est gênant. Hein, mais bon. Moi, ça me fait bizarre à chaque fois, quoi. Et Van Damme, toujours cette gêne, quoi. Renaud, toi qui as connu Ron Van Damme à la ECW, qu'est-ce que tu penses de ce match? Alors, Van Damme, je l'ai trouvé mieux, moi. Voilà, c'est peut-être parce que le match est court aussi, c'est peut-être parce que York est bien cramé aussi par son match d'avant. Je l'ai trouvé mieux que les autres fois où je l'ai vu à la TNA, Rob Van Damme. Sinon, oui, hein, ce qu'il dit Brousty, je confirme aussi sur le cas Rob Van Damme, c'est totalement vrai. Il passe son temps à critiquer les autres, à critiquer les catcheurs, ça fait des années qu'il le fait. Sinon, ouais, sur le combat, bon, c'était court. Moi, la prestation de York, j'ai vraiment bien aimé sur cette soirée. Faire 2 matchs comme ça de suite, c'est quand même, faut le noter, c'est quand même pas mal. Et victoire logique de Rob Van Damme, bon, pas beaucoup de suspense. Donc oui, Van Damme, beaucoup mieux que les autres fois pour moi, vraiment. Moi, je vous rejoins, hein, il est mieux que les autres fois, mais en même temps, je trouve qu'il est. Enfin voilà, le match est court et puis c'est pas non Voilà, plus. ouais. Enfin voilà, il fait pas non plus des mouvements de ouf, quoi. Oui.
La routine. Sébastien qu'on n'a pas entendu. Moi, j'ai pas aimé non plus le contexte de faire affronter directement le gagnant du mini tournoi X-Division contre le champion. Je trouve que c'est assez injuste d'un point de vue de l'éthique. Mais bon, hein, il faut dérouler le tapis rouge à Rob Van Dam, comme l'a dit Brusti avant. Après, autre point positif quand même, c'est que tout le monde ressort grandi dans la défaite ou dans la victoire, parce que Kenny King, malgré sa défaite, il est ressorti assez fort grâce à son attaque sur York à la fin du combat. York aussi qui est ressorti fort avec sa défaite contre Van Damme, mais il a bien montré son côté guerrier. Et Ram Van Damme, bien sûr, qui conserve le titre, donc de ce côté-là, c'est bien réalisé. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Oui. Eh bien, next, on passe au match suivant qui oppose Devon à Joseph Park. Donc c'est un match qui n'est pas pour le titre de télévision de Devon, un match qui dure très très longtemps, 11 minutes 30. Alors déjà, Quand même. avant de parler du match, je voudrais parler des petits clips vidéo qu'on a eu pendant un mois et demi sur Joseph Park qui est parti s'entraîner à la OVW, qui est une ancienne fédération qui servait de centre de développement à la WWE, comme NXT maintenant, et maintenant sert de centre de développement à la TNA. Même si elle a un show télé qui est complètement, dont la TNA se désintéresse. Et d'ailleurs, je crois que, c'est peut-être plus le cas, mais je crois que Rob Terry, qui est appelé Robiti à la TNA, est champion poids. Ce qui vous dit un petit peu la qualité de la fédération. Donc, je voudrais parler de ces clips vidéo qui m'ont extrêmement gêné, puisque on montre Joseph Park qui, au bout d'un mois et demi, a le calibre d'un catcheur de la TNA. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai pris. Ça me fait un petit peu penser à Gareth Bischoff qui avait été coaché par Hulk Hogan, et puis un mois après, ça y est, c'est bon, il peut être catcheur à la TNA. Je voudrais attendre Sébastien. Ah non, moi j'étais plutôt satisfait de ces petites vidéos. Moi je trouve que ça raconte une bonne histoire, c'était assez divertissant. Le public accroche pas mal au personnage de Joseph Park. Il y a qu'à voir les réactions du public. C'est à chaque fois limite la plus belle ovation de la soirée. Après, moi je trouve que c'était quand même le match de trop de la part de Joseph Park. J'ai plutôt accroché lors des matchs précédents, notamment contre Bully Ray. Mais là, contre Devon, je trouve que ça a perdu un peu de sa magie et j'étais un petit peu moins emballé, on va dire. Il faut dire aussi que c'est plutôt la même technique de booking qui est utilisée pendant le match. Il n'y a personne qui demande d'avis sur les clips. Renaud, Boussy, non? Alors moi j'ai pas vu, je suis désolé. Bah oui, moi aussi, c'est vrai que j'en ai vu un peu moins que toi, mais c'est vrai que ça donne trop de facilité, mais en même temps, je me dis aussi que il travaille encore sur cette personnalité bipolaire qu'il y a forcément, que Abyss et Park sont les mêmes, et même la TNA va finir par arriver à cela un jour quand même. Et du coup, ça me dérange pas trop parce qu'à chaque fois que dans les clips justement, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de spécial, elle le sent à chaque fois. Ça faisait toujours ressortir le côté catcheur. Donc c'est plus une personnalité bipolaire que le fait catcheur. Même si à l'arrivée la TNA dans l'histoire, c'est ça évidemment la formation catcheur. Bon, mais c'est le côté gênant. Après, je reviens au match. C'est vrai que, comme le dit Sébastien, une fois de trop, ça fait 3 fois, non, qu'on le voit, je crois, Joseph Park lutter, il me semble. Il me semble, oui, qu'il y a eu un match en PPV contre Bouleré, puis un match de No DQ à Impact. Ah oui, voilà. C'est 3 fois de trop déjà. Et même C'est un ça le quatrième. problème. Oui, Joseph Park, on l'a vu en pay-per-view Voilà. les gars aussi encore. Hein. Il a affronté Doc, je crois. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, terrible. Ouais. Le problème, c'est que ce personnage, c'est sûr qu'il est divertissant, hein, il n'y a pas de problème, mais dans un match de pay-per-view, il y a trop de lenteur forcément, parce que il a un fonctionnement un peu comme Festus à l'époque. C'est-à-dire que il s'anime vraiment que quand il y a du sang. Et d'un coup, il s'arrête. Alors dans ce match, ça faisait vraiment copier-coller Festus, parce que à la fin, il porte le Black Slam, qui est pas très bien porté d'ailleurs, je trouve. Et puis après, il prépare le Choc Slam. Et puis d'un coup, il s'arrête en cours de route. Façon Festus, quoi, comme s'il y avait le coup de cloche. Ça. C'était vraiment une copie conforme. Et puis après, il faisait plus rien. Et puis Devon a piné. Concernant Devon, lui, il dépend beaucoup de l'adversaire, en fait. Il matche bien si l'adversaire matche bien. Et là, forcément, Devon qui se fait souvent dominer, là, il trouvait le moyen de se faire dominer, évidemment, par Park. Ça, c'est l'histoire du match. Et qui donne sa longueur. Mais le problème, c'est que du coup, ça donne un mauvais match. Et
Et Devon, qui est quand même champion télévision, qui est quand même un membre éminent des Season 8, montre que est un peu représentatif pardon, de ce clan, on va dire, qui pour l'instant me fait ni chaud ni froid, ne montre pas de grandes choses sur le ring. Enfin, je demande pas non plus du grand in-ring, mais bon, concernant Devon, il a déjà montré qu'il peut faire mieux et je trouve que il s'accommode trop de subir facilement, je trouve. Après, c'est son rôle, je sais qu'il lui est demandé, mais enfin bon. Voilà. Ce qui m'a fait marrer, c'est en début de match, il y a un petit affrontement style lutte amateur. Il y a Devon qui fait voir qu'il sait catcher alors que Devon n'a jamais été technique, quoi. C'est pas Kurt Angle, faut arrêter de déconner, quoi. MP, on n'a pas entendu sur ce sujet. Ouais, ben, moi, je vais être l'avis contraire à vous parce que moi, j'ai bien aimé ce match. J'ai été diverti. Ce sera pas le match d'année, ça c'est sûr. Ce sera pas un truc que je vais me rappeler à la fin de l'année, mais j'ai été bien diverti. Le personnage de Joseph Park, moi, j'accroche totalement parce que c'est un vent frais dans ce personnage d'Abyss qu'on s'est mangé pendant plusieurs années, qui avait rien de nouveau. Là, c'est un vent frais avec Joseph Park. Je suis très content de le voir dans ce personnage-là. Puis je suis sûr que Vincent n'a pas du tout le même avis que moi, mais Non. je suis quand même. Mais ouais, pour moi, c'était un match qui était divertissant. C'était pas le match technique Christopher Daniels contre AJ Styles, 30 minutes de fou, mais non, c'était un match qui était dans les standards de Joseph Park. C'était bien. Je trouve qu'il joue très bien son personnage. Cette petite touche-là de. Quand tu vois que le mec, quand il donne ses coups de poing et tout, on dirait que c'est un mec amateur et tout. Puis, tu sais, je veux dire, Joseph Park, c'est ces petites touches-là que tu vois que le mec, il joue très bien son personnage. Puis, je veux dire, tantôt, Bruce Lee disait le Black Hole était peut-être mal porté, mais je ne sais pas si c'était voulu justement pour qu'il paraisse un peu comme un mec qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire et tout, qui rentre en mode abyss et qui n'est pas nécessairement, je veux dire, il n'est pas nécessairement un mec entraîné et tout, donc je sais pas, mais c'était peut-être pour ça aussi. Donc, ouais, moi j'ai bien aimé ce match-là. J'espère que, bon, là on a un peu rushé un peu toute cette storyline-là parce qu'on a fait 4 semaines de vignettes et on a annoncé un match au dernier Impact avant Genesis pour ce match avec Devon. Ça a été un peu tout avancé parce que moi je pensais que Joseph Park il allait rentrer avec le Godcheck et tout, mais finalement on a juste décidé de faire un segment avec Hulk Hogan, donc j'espère que on va arrêter d'aller à la deuxième vitesse et de faire cette storyline-là comme il faut. Donc, c'est juste ce que j'espère dans toute cette chose-là et que, bon, les Season 8 se terminent le plus rapidement possible aussi. Ouais, les Seasoned, c'est pas un groupe qui a été montré très puissant, enfin montré puissant dans les attaques, mais toujours des attaques en nombre et pas derrière, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de victoires en pay-per-view, je crois peut-être une. Je me souviens d'une victoire de Doc, je crois. Il y avait la fameuse victoire à Bound for Glory, évidemment. Non, c'est à Bound for Glory, il me semble. Oui. Qui a permis leur survie. Donc à partir de là, voilà. Après leur fin programmée pourrait être à Lockdown avec Lethal Lockdown, mais le gros problème c'est que pour l'instant le président n'est jamais apparu, le vice-président n'a jamais été dévoilé. Donc à partir de là, ils se donnent des jokers. Que Jeff Jarrett et un autre se dévoilent. Après, il y a eu Taz là qui s'est dévoilé, mais après ils ont 2 mois pour dévoiler tout le monde, enfin pour en Oui, dévoiler bah oui. beaucoup d'ici Lockdown. Donc ça peut aller vite, je pense. Et donc je pense que on va parler de... Enfin, j'ai donné mon avis vite fait sur le match et je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Moi, j'ai pas trop aimé le match là, mais en même temps, j'aime pas trop le personnage de Park, donc ça aide de pas. Et j'aime pas non plus trop les Aces Nades parce que je trouve que c'est pas mis en avant correctement. Mais sinon, je trouve que c'est tout le temps la même mécanique de match. Et puis, Devon est assez limité dans le ring, donc c'est assez difficile pour moi d'apprécier ce match. Est-ce qu'on passe à la suite? Ouais. Oui, mais attends, faut brancher les micros. J'ai pas parlé sur ce match-là, mais je vous rejoins complètement. Donc bon, on va pas en faire non plus un débat de 50 ans. Donc pour moi, c'est bon pour la suite. Désolé Renaud, je t'ai oublié, Ouais, pas de problème. j'ai fait une Gus. Coucou Gus. Big bisous. Oh non, pas Carlos, hein. C'est bon.
Oh, Bah tiens, je mettrai Big Bisou à la fin du podcast ah, pour, c'est pour super. finir. Je sais pas si tu te souviens, Renaud, mais une fois on avait mis Annie Cordy. Ah non, je m'en souviens pas. C'est vrai, vous avez fait ça? Ouais. Chaud cacao. Chaud Oh là là. chocolat. Ah oui. Bon bah, Arrête, j'ai envie de chanter maintenant. Non, allez. peut-être que Renaud finira le podcast. Voilà. Allez, next. Match féminin, match pour le titre. Non, match pour la place de Challengers pour le titre Knockout, détenu par Tara qui n'est pas apparu pendant le pay-per-view. Donc c'est un go de 7 matchs. On commence avec 2 catcheuses. À chaque fois qu'il y a une élimination, on en fait rentrer une autre. Donc c'est Gail Kim et Miss Tessmaker qui ont commencé le match. Quand Mrs. Smacker a été éliminée, c'est ODB qui est rentré. Quand ODB a été éliminé par Gail Kim, c'est Mickey James qui est rentré. Éliminé aussi par Gail Kim, et c'est Velvet Sky qui a fini le match, qui a remporté le match en 11 minutes 55. Je Oui, fais. mais non. Oui, mais avec une controverse qui a conduit à un match à Impact par la suite. J'allais le dire. Mais il y a même eu 2 controverses, puisque à la fois le tombé de. Je crois que c'est Mickey James, et à la fois le tombé de sur Gail Kim ont été dans les cordes. Donc Taryn Terrell, l'arbitre, qui était connu sous le nom de Tiffany à la WWE, a fait 2 grosses conneries. Comme quoi, le syndrome Eppner se répand au sein des arbitres de la TNA. Mais Oui, je pense que le dernier tombé sur Kim, justement, je crois que c'était Sky. Sky, voilà. Je pense que c'était prévu, ça, oui, ça c'était après Bien prévu. sûr, la bien King, sûr. après le match. Non, Mais le premier, oui, contre Mickey James, je crois pas que c'était prévu. non, mais en fait, c'est parce Et qu'elle même les avait. commentateurs l'ont dit, quoi. Ouais, ouais. Ouais, non, mais elle avait ses pieds qui touchaient les cordes, et forcément, normalement, quand ton pied touche la corde, même si c'est qu'une seconde, enfin, que ça fait que bouger la corde, normalement, c'est bon, quoi. Mais bon, voilà, Taryn Terrell est encore jeune dans son rôle d'arbitre, et on peut la pardonner pour une fois. Et je ne pardonnerai jamais les erreurs de Earl Hebner. À son âge, il devrait arrêter. Donc, on va parler de ce match. Bruce, tiens, commence. Moi, le match, j'ai trouvé bien sympathique. Bon, avec évidemment des vagues différentes selon les catcheuses. Avec ODB, c'était pas terrible parce que ben, cette dernière ne montrait que sa puissance, alors que parfois elle peut faire d'autres choses. En l'occurrence, c'était que la puissance, donc c'était pas super. Bon, avec Tessmaker, ça passait bien. Avec Mickey James aussi pas mal. Avec Vet Sky, c'est passé assez vite. Mais du coup, bah, à travers ce match, c'était un peu entre guillemets, le jubilé de Gail Kim, qui est quand même la polière knockout. Et bon, à mon avis, la pauvre, ben, je suis pas sûr qu'elle ait encore une chance de toucher encore au titre, quoique elle a encore quelques années, peut-être, je pense. Ça dépend du jet de vie. Il y a Kawartara qui a 40 ans passé, elle est championne. Donc, moi, je me dis pourquoi pas encore continuer, surtout qu'elle montre de belles attitudes. Après, c'est sûr qu'elle sort d'un très long règne il y a encore pas très longtemps, il y a quelques mois, donc forcément. Mais c'était presque l'histoire de ce match, quoi. Mais après, c'est tellement inexorable que Velvet Sky va s'imposer, de toute façon, parce qu'elle est programmée pour être championne à Lockdown, donc à partir de là, c'est logique. Bon, après, la controverse, oui, évidemment qu'elle est voulue, hein. C'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, mais elle est voulue, et ça, c'est très clair. C'était pour ajouter un autre match à l'impact suivant, parce qu'il y a encore 2 mois quand même, donc on ne sait jamais ce qui peut se mettre. Et puis, c'est un match en cage quand même dans 2 mois, donc faut préparer, il faut mettre d'autres catcheuses dans le jeu, donc Gail Kim dans le jeu sûrement encore. Puis voilà, les matchs à plusieurs, ça finit par marcher dans les cages à Knockout. Bon, voilà. Ah, mais je te rejoins, Bruce T, sur l'avis de ce match-là. J'ai bien aimé, moi aussi. Je pense que ça peut pas être un grand match knockout, mais je pense que ça a bien fait le travail pour avoir une petite apparition des knockouts sur ce pay-per-view et ça met la table justement à Lockdown. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que Sky gagne, donc il n'y a pas eu de surprise là-dessus. Et ouais, le finish qui met la table justement pour les prochains impacts, comme Bruce l'a dit. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Ah oui, big bisou à Gail Kim, comme Vincent m'a dit de rappeler. Mais voilà, C'est les c'est ça. Canadiennes, non? Et oui, canadienne Elle est qui canadienne, vient de ouais. Toronto. Mais dis donc, MP, tu tromperais Trish Stratus? Oh, le drame. Ouais. Puis seulement pour cet Impact Wrestle, sinon je reviens à Triche. Prochain Sunday Night Wrestle. Sinon, MP dit qu'on peut pardonner beaucoup de choses à Taryn Terrell vu son physique. Donc il dit beaucoup de choses sur le chat, mais il dit pas tout. Hein. Oui, je me fais discret, je marque les plus gros trucs sur le chat. Bon, Rodo, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Oh, ben, comparé au match des divas de la WWE, je me suis régalé. Hein.
Oh, c'est le jour et la nuit, hein. Franchement, voir Galkim booké comme ça, comparé à ce qu'elle faisait à la WWE, il y avait même une bataille royale où elle était sortie, personne s'en était rendu compte. Oui, je me Et- souviens. Ouais. ouais, tu t'en souviens de ça? Elle avait fait d'elle-même Mm. le truc pour voir et on lui avait rien C'était dit son en départ coulisses. d'ailleurs. Ouais. C'était Ouais. son départ. Donc oui, sur le match en lui-même, ouais, j'ai bien aimé, c'était sympa. Ça m'a fait plaisir de voir un match de diva comme ça. Voilà. On n'appelle pas les divas à la TNA, c'est pas les divas, hein, c'est bien ça. Non, C'est c'est Et knockout, ouais. les knockouts, ouais. Donc voilà, oui. Très bon. si Seb est revenu, est-ce qu'il peut prendre la parole? Ouais. Est-ce que ça marche? Oui, oui, Parfait. oui. Ok. Alors, j'ai pas entendu ce que vous avez dit, hein, vu que malheureusement Skype sur Windows 8 c'est assez pourri. Bon, bah, Mais je vais te faire un petit résumé. MP kiffe T'as intérêt à la Gelkim. Voilà. je le suis sur ce point-là. Non, sinon, moi, le Gauntlet match, c'est un des matchs que je déteste le plus dans le monde du catch parce que c'est tout simplement illégitime pour le vainqueur qui arrive en dernier, et, tandis que les autres ils se tapent tout un match. Enfin, je déteste cette stipulation. Après, pour le coup, ils ont réussi quand même à en faire quelque chose puisque Gail Kim ressort assez grandi du combat vu que elle élimine ODB, Tessmaker et Mickey James quand même. C'est quand même pas rien. Et après, la victoire qui est offerte à Velvet Sky, que je trouve que c'est la pire knockout actuellement dans le roster. Ça me dérange plutôt. Moi, je suis pas trop fan de la direction que la division féminine prend à l'heure actuelle à la TNA. Bah, Vevetska, il y a aussi, il y a pas longtemps, elle était partie, Dixie Carter voulait la faire revenir. Je pense que dans son contrat, ça doit être marqué qu'elle doit remporter un titre, quoi, parce qu'elle a jamais, enfin, elle a remporté un titre l'année dernière, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je ne sais plus qui lui avait pris, mais, enfin bref, ça a duré peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'elle était peut-être restée un petit peu sur sa fin, et elle était plus trop utilisée au bout d'un moment, et elle était partie. Et Dixie Carter, elle l'aimait beaucoup. Elle a voulu la faire revenir, et puis voilà, je pense que dans son contrat, ça doit être marqué qu'elle doit avoir un long règne en 2013. Non, je pense pas qu'elle serait revenue. Mais malheureusement, je pense que c'est plus une décision business que d'autre chose, quoi. Parce qu'elle est ultra populaire, on peut se le dire, celle qui a des. Je pense que c'est plus de réactions dans les knockout avec Mickey James, sûrement aussi. Donc, je pense que c'est une décision aussi business, pas juste pour être sur le ring, quoi. En tout cas, c'est sûr que ça va plaire à Taz. Bah, moi, pour Velvet Sky, oui, j'avais déjà un petit mot à dire. C'est vrai que je rejoins l'avis de Sébastien. C'est sûr que son retour, moi, je le trouve pas terrible du tout parce que elle avait été beaucoup en progression jusqu'à son titre de championne qui était mérité à l'époque. Et puis, d'un coup, elle est rentrée en régression. Une fois arrivée au top, bah, ça y est, c'était fini. On arrête tout. Et elle était revenue à ses bases du début qui étaient bah, plus que des pâtes à modeler, quoi. Donc, à partir de là, bah, elle fait plus grand chose sur le ring et c'est ça qui est dérangeant, quoi. Si c'était une diva, il n'y aurait pas eu de problème vu leur temps d'exposition, mais c'est une knockout. Une knockout a beaucoup de temps d'exposition par rapport à une diva. Donc elles ont toujours un match garanti presque à chaque impact déjà. Et il y a qu'à voir Tara par exemple, elle assume énormément, hein, donc quand même à son âge, bah, elle porte bien la chose. Et puis Miss Tessmaker avait pas mal progressé aussi quand même. Et bah, Velvet Sky, c'est ce qu'il faut souhaiter, mais pour l'instant, c'est pas une bonne route, je trouve. C'est un peu trop facile, c'est un peu trop servi. Même s'ils ont déjà fait pire, hein. C'est vrai que Gail Kim, bah, une fois qu'elle était revenue à la TNA, justement, Renaud en parlait tout à l'heure, bah, qu'elle était partie la suite d'une Battle Royale, elle était championne en suivant à la TNA. C'est vrai que c'était fait offrir littéralement le tapis rouge, mais c'est pas pareil. Elle est beaucoup plus accomplie, selon moi, que Velvet Sky, donc à partir de là. Bon, voilà, c'est ça un petit peu le petit détail qui, je sais pas, c'est vrai que CMP, je crois aussi, Sébastien, qui se pose des questions sur l'avenir des knockouts. Faut voir parce qu'il y en a pas mal qui sont partis ces derniers temps. Sarita, Rosita, jamais utilisés, qui sont partis. Il n'y a pas de renouvellement, hein. Et après, bon, ben, on va voir. Là, il y a Shana, la portugaise, qui lutte beaucoup. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, il y Et a Taylor une autre Hendricks. catcheuse qui pourrait donner. Ouais, mais Tyler Hendricks, elle est trop légère encore. Elle peut Oui, pas non, mais assumer. bon, elle fait partie du roster, quoi. Oui, voilà, ben, tu sais, c'est comme Alex Silva ouais, non, Alex Silva, voilà, ben, c'est les espoirs, quoi, encore. Il leur faut encore mûrir. Et à la TNA, non, ils peuvent pas mûrir. C'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'il reste à l'OVW. Et il faut quelqu'un, là, dans l'immédiat, parce que les taulières sont là, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Après, en parlant d'une taulière, ça va faire plaisir à Verpa, qui la dernière fois critiqué l'habillement de Mickey James. Enfin, cette fois-ci, elle était un peu mieux habillée, non, je pense. Enfin,
J'espère pas commentera plus tard, mais elle était un peu mieux habillée, je trouve. C'était plus la salopette à bretelles. Il y avait un grand décolleté, ça m'a beaucoup plu. Ah, c'était mieux. Oui, Ouais, à mon avis, là, on n'a pas été content. Ouais. oui, je pense aussi. Moi, je voulais juste dire que c'était un match assez correct. Ouais. Il y a eu meilleur match à la TNA en knockout, mais il y a eu pire aussi, surtout. Surtout avec Vetsky. Me rappelle d'un cage match qui était assez affreux. Donc, il y a eu largement pire. Est-ce qu'on passe à la suite? Oui. Donc, le match suivant est un match de 13 minutes 25 pour la place de challenger, encore une fois, mais là pour le titre des messieurs, le titre poids lourd. Entre James Storm, le cowboy, et Christopher Daniels, qui était accompagné aux avant par Kazarian. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Je vais commencer par Sébastien. Alors, bon petit match, hein, rien à redire au niveau de la qualité. C'était sympathique. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi que c'était la première fois en pay-per-view que Daniel s'affronte James Storm, ce qui m'a surpris parce que ça fait très longtemps que les deux sont dans cette compagnie. Donc c'est surprenant de ne pas les avoir déjà vus s'affronter en pay-per-view. Après, le résultat, moi, m'a beaucoup surpris. Je pensais que Storm allait enfin remporter un match de prétendant numéro 1 et ne pas le reperdre par la suite, comme il a déjà fait à Final Resolution ou Tournament Point, je sais plus. Mais Daniel, c'est bien de le voir un petit peu monter sur la carte maintenant au niveau d'un match de championnat du monde poids lourd, parce que c'est un des meilleurs heals tout simplement de la division à l'heure actuelle et il arrive à être insupportable et à passer littéralement sous la peau des téléspectateurs. Il est tout juste insupportable. Et donc c'est bien de pouvoir voir qu'il y aura un match contre Jeff Hardy à Impact de la semaine prochaine. Renaud. J'en attendais trop, je pense, de ce combat. J'ai bien aimé. Au final, bon, ça reste un bon combat, mais je me suis un peu fait chier pendant la domination de Daniels, je dois l'avouer. Même si je trouve que c'est un très bon catcheur, hein, Christopher Daniels. Je l'ai pas vu souvent, mais le peu de fois où je l'ai vu, j'ai bien aimé. Mais là, j'ai trouvé que c'était dans sa domination, c'était un peu chiant. Je voulais rentrer dans le match, j'ai pas trop réussi à accrocher. Mais par contre, quand le Cowboy il a repris le match en main, qu'il a bien déroulé ses prises, là, j'ai bien kiffé. Donc oui, au final, bon combat, mais pas un grand combat. Moi, je te rejoins sur ce coup-là. Enfin, moi, je me suis pas fait chier, mais c'est vrai que c'était un match assez banal, quoi. Voilà, c'est C'est ça. un match pour remplir la carte, et puis ça reste très correct. MP, tiens. Bah, pour vous rejoindre, justement, je trouve que c'est un match number one contender et ça aurait pu être plus important, mieux placé peut-être, justement, Ouais, dans mais, les shows parce que là, ça a été bâti à l'arrache, quoi. ouais, mais en même temps, la TNA veut mettre en avant les Season 8, et puis il y avait Sting. Sting, il est pas là à tous les pay-per-view, quoi. Ouais, mais même là, je veux dire, le retour de Sting, on s'entend que ça a été un peu mal construit aussi, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le segment où il est revenu là avec la fin du cage match et tout, là, c'était assez mal fait, je trouve. Parce qu'il n'y avait Ouais, aucune bon. importance quoi, à son retour. C'est comme il revient comme ça et c'est tout quoi. Ah, c'est comme Undertaker, on sait qu'il revient par période. Undertaker, on sait qu'à chaque fois c'est en janvier, février pour WrestleMania. Sting, c'est à chaque fois qu'il part, on sait qu'il prend 3-4 mois de vacances et puis il revient, quoi. Non, mais je sais pas, tu le fais revenir avec les lumières s'éteignent ou je sais pas, un truc du genre, il descend du plafond, je sais pas, fait un vintage Sting, je sais pas, mais là, il arrive, je crois, il a même pas son thème d'entrée, un truc du genre, et il revient de la rampe et tout, quoi. Il y a pas, c'est pas un Sting, quoi. C'est très moyen selon moi, mais bon. Pour revenir au match, je vous rejoins, c'est quand même un bon match, mais contrairement à vous, moi j'ai bien aimé la période de domination de Daniel. Je pense qu'il a bien travaillé le bras. Pour une fois, j'ai été bien diverti par ça. J'ai pas été ennuyé. Mais ouais, moi j'ai bien réussi à embarquer dans le match. Je pense que c'était le deuxième match de la soirée là, après le main event. Je pense que c'est le match qui était le plus solide. Puis je suis bien content, comme Sébastien l'a dit, que Daniel ait sa chance justement contre Hardy parce que je pense que Daniel, c'est un mec qui a rarement sa chance au main event. Puis pourtant, après toutes ces années qu'il a montré qu'il était capable quoi, d'être un personnage majeur dans la compagnie, et il a finalement sa chance. Donc je suis très content pour lui. On va passer la parole à Brucey. Ouais, je rejoins complètement les dires de MP. Alors là, sur la qualité du match, bah, c'est comme si j'étais un ventriloque, on va dire, que MP était ma poupée en quelque sorte. Parce que vraiment, Question. j'aurais pas dit mieux au match près. Question. Au bout près, pardon. Ta main, Oui. tu la mets où? Dans le dos, dans le dos, dans le dos. T'es sûr? Oui, Bon, quand même.
Ah, écoute, tu m'as tendu la perche là. Oui. Oui, d'accord. Mais non, mais non, mais c'est vrai, sur la qualité in-ring, franchement, je rejoins complètement MP, quoi. Ouais, ils ont vraiment fourni ce qu'il fallait. Le déroulement du match est bon, il y a une bonne histoire. Bon, les interventions de Taz, Cass, pardon, à une lettre près, j'avais bon. Euh, Sont à bon escient, je trouve, sur la fin du match et tout, ça construit très bien. Donc, il n'y a pas de temps mort, c'est un bon rythme. Donc, vraiment, moi, ça m'a plu. C'est des mecs que j'aime beaucoup. Daniel, sa dernière chance pour le titre mondial, il me semble que c'était en 2009. Oui, c'était en 2009, c'était contre AJ Styles. Et Samoa Joe aussi d'ailleurs. Il y avait eu un match contre AJ Styles, il y avait à Turning Point, il me semble, en 2009. Et au pay-per-view d'avant, il me semble, c'était un match où il y avait aussi Samoa Joe. Donc voilà, ça fait longtemps, hein, ça fait 3 ans et demi qu'il a plus eu de chance pour le titre, presque. Et, bon, depuis, il était parti à la ROH, mais c'est un peu mérité parce que même à 41 ans, il a quand même de grandes aptitudes. Et puis, comme vous l'aviez déjà dit, il a quand même cette faculté à faire réagir quand même la foule. Déjà parce qu'il est quand même connu du public de la TNA. Et puis il a les attitudes parfaites. Donc, beaucoup plus performant à heel qu'en face. Donc, il est dans son élément. Donc, à partir de là, moi, je trouve que c'est logique. Même si ça n'a pas duré longtemps, vu que c'est prévu que pour le 24 janvier. Mais après, sa victoire, elle est vraiment logique parce que si c'était un match simple comme c'était prévu au départ, là il y aurait eu discussion, mais avec l'enjeu du titre, bon, je vais pas manger le main event, mais bon, je me doutais de la victoire de quelqu'un au main event, donc à partir de là, la TNA qui ne fait quasiment que du heal contre Face pour le titre poids lourd, forcément qu'elle allait faire ce match-là le 24. Et concernant Storm, il pourrait y avoir une story avec AJ Styles, vraiment, hein, je pense. À l'arrivée, c'est la finalité parce que les deux, ils ont un destin presque similaire. La TNA écrit presque un destin similaire. Bon, moins fort du côté de Storm que par rapport à Styles, évidemment, par rapport à la merde où ce dernier a tout perdu. Mais Storm, disons quand il était champion, il a été très peu de temps vu qu'il avait tout de suite perdu. Et puis, il a déjà perdu 2 opportunités de titre. Mine de rien, ils en font presque un loser frustré à force. D'ailleurs, ce booking de Storm, est-ce qu'il vous frustre? Parce que moi, je trouve que, je sais pas, il y aurait peut-être une meilleure utilisation de Storm, parce que là, ils ont vraiment, je trouve, un peu, je sais pas, en anglais, on dirait drop the ball, mais ils ont un peu raté ce qu'ils faisaient avec lui, parce que là, moi, je pensais qu'après Bound for Glory, il avait gagné son match contre Roode, après ça, il avait gagné à Turning Point pour son opportunité contre Hardy, mais là, il a perdu contre Roode encore une fois. Moi, je pensais qu'il allait revenir dans le main event facilement, peut-être même aller gagner le titre, peut-être dans un gros événement, et finalement, là, il se retrouve à perdre des matchs en pay-per-view, donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? En Bah, fait, moi, Moi, j'ai vas-y. Sébastien, moi, j'ai exactement le même sentiment qu'MP. Je pense qu'à partir du moment où il a remporté son match à Bound for Glory, il aurait dû enchaîner sur un règne de titre de champion du monde poids lourd dans les semaines qui suivent, parce qu'il était tout simplement presque le top face de la compagnie à ce moment-là. Et depuis, il est actuellement sans direction, on ne sait pas trop où il va, il enchaîne quelques défaites importantes. Ouais, c'est vrai que c'est du AJ Styles en puissance, et je crois qu'il y aura certainement une interaction entre les deux à venir. j'ai envie de dire en même temps, il n'y a que la ceinture poids lourd pour un main eventer. Après, sinon, si tu le mets en champion de télé, c'est un petit peu le réduire, quoi. Donc, faut le faire attendre en attendant que Jeff Hardy est champion, je pense, c'est surtout ça. Et après, affronter Daniels, c'est pas non plus affronter Obi, quoi. Bosti. Décidément, je suis très ventriloque ce soir, je trouve. Et tu viens de dire exactement ce que je pensais, que James Storm est vraiment en salle d'attente, à mon avis, parce que Bosti, le titre d'Hardy est voué à durer encore un peu, qu'il y aura encore un autre champion, et qu'après, Bosti, oui. est-ce que t'es proctologue? Non, point. Non, 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 même si je devrais faire carrière à force, je crois. Mais ça pourrait rapporter. Mais non, mais moi je pense oui qu'il va y avoir une rivalité avec AJ Styles d'ici peu de temps à mon avis. Et puis ben voilà, à mon avis Jeff Hardy va perdre le titre à Lockdown là contre un heel.
Madame Bianchi d'ailleurs, mais puis après, ce Hill perdra contre Storm plus tard dans l'année, peut-être l'été à sa anniversary, voilà, parfait, je pense. Ça me semble le bon timing, voilà. Mais moi, je m'inquiète pas vraiment pour Storm, mais moi, ça me frustre pas, honnêtement. Ça me frustre pas beaucoup parce qu'il fournit moi, ses c'est- matchs, il rebondit bien, ses adversaires sont variés, c'est à peu près le seul d'ailleurs avec lequel la TNA se permet de faire affronter tout le monde, donc avec réussite d'ailleurs, je trouve. Donc, Parce que c'est- la qualité des matchs me frustre pas du tout parce que le Storm, c'est clairement un des meilleurs dans le ring maintenant, mais c'est surtout que je trouve qu'ils auraient tellement pu capitaliser sur ce qu'ils avaient fait entre Root et Storm, justement, cette longue storyline-là. Je pense que Storm était destiné au succès et finalement, ben là, ça retombe un peu. Finalement, ben, ça aura plus le même effet, quoi. Ouais, je suis C'est- totalement d'accord avec toi, MP, sur le cas du Cowboy James Storm. Moi aussi, hein, je pensais, en regardant la TNA de loin, je pensais quand même que le mec allait rester dans les main events après ce match contre Bobby Roode. Et finalement, non, bon, il redescend un peu, mais bon, à suivre. À suivre, j'ai envie de dire, parce que ça reste quand même un super catcheur et bon, il aura des opportunités, c'est sûr. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Malheureusement, ouais. Ouais, malheureusement, mais bon, continuons, hein. Malheureusement, puisque le match qui suit est un match de 5 minutes 50 entre Sting et Doc, Doc qui signifie Doctor of Chaos. Mais il n'y avait pas un truc avant ce match ou je me trompe encore? Ah oui, non Non, mais mais... aussi, tu te trompes Le pas, mais segment t'as de tellement envie d'en voyage. parler. Oui, non mais j'ai pas envie de faire vomir Sébastien, tu vois, Ah, c'est gentil, je ça. pense à sa santé. Est-ce qu'on Bah a- oui, mais il y aura C'est tout un gentil. impact qui tournera autour de ça, donc c'est est-ce, incroyable. est-ce Il y a que, tourné autour. est-ce qu'on passe sur ce segment et on en parle vite fait à Impact puisqu'il a pas vraiment d'intérêt dans ce pay-per-view. Oui, Oh, je non, suis mais c'est d'accord avec toi, vraiment moi. pas on parlait vite fait, donc. Donc tu m'as coupé pour rien. Donc Doc qui fait partie des Aces and Eights, un match simple. Donc il n'y a pas démarré tout de suite puisqu'il y a eu un petite attaque de Doc avant que l'arbitre fasse sonner la coche. Ce qui fait que le match dure un petit peu plus longtemps officieusement, mais officiellement c'est 5 minutes 50. Je veux entendre allez, Renaud sur ce groupe Aces and Eights et sur ce match de Sting, toi qui adores la WCW. Alors, moi, de voir la qualité de ce match, de voir Sting dedans, ça me fait mal aux yeux. Bon, il est plus tout jeune, il a quel âge Sting maintenant? Il doit avoir 53 ans, je pense, 52, un truc comme ça. Mmh. Cinquantaine passée. Voilà, ça peut passer, ouais. Ouais, voilà. Euh, le clan et Season 8, je trouve qu'il a. Finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Je m'attendais vraiment à un gros truc à la base au départ, quand ça a commencé. Puis petit à petit, les mecs, on leur enlève leur cagoule, puis on se rend compte que c'est pas des catcheurs, comment dire, très connus, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus des révélations de dingue, quoi. On Oui, n'est mais en pas. même temps, c'est la TNA, tu peux pas mettre. Voilà, oui, après, voilà. Alors après, c'est sûr aussi, en même temps, c'est la TNA. C'est sûr qu'on va pas enlever le masque du mec, puis on va voir que c'est Stone Cold Steve Austin. Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais en même Ça, c'est temps, je clair. trouve que c'est des catcheurs assez bon. C'est Ils pas... sont passés par la WWE, Oui, non, donc ils ont mais une petite notoriété. je veux dire, c'est pas non plus des manches à balai, quoi. Le Gallows, quand il était à la WWE, il faisait plutôt pas mal son boulot. Mike Knox aussi. Oui, Mike Knox aussi, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, je suis Attends, d'accord avec vous toi avez sur. pas vu Gareth Bischoff et Wes Briscoe dévoilés, hein. Oui, non, mais pour l'instant, bien sûr. Après, de toute façon, je sais même pas s'ils seront dévoilés parce qu'il y a aussi un mec qui a une gimmick d'Irlandais, je crois que c'est CJ O'Doyle, un truc du genre, qui avait participé à des attaques, mais je pense pas qu'on va dévoiler tous les masques, du genre le mec qui est Irlandais, il y a personne qui le connaît, quoi. Mais Ouais, vas-y, Renaud, vas-y, Renaud. ouais, et puis sur la construction du match, alors là, c'est vraiment ce qu'on appelle le match basique. Je veux dire, dans la forme, c'est le heel qui domine très lentement pour faire chier tout le monde d'ailleurs. Et puis c'est le retour du face sur la fin qui se réveille et qui finalement le bat. Donc j'étais très déçu de ce match. Et juste pour ceux, pour les anciens un peu vintage, j'ai remarqué aussi par la même occasion que Sting commence à avoir la coupe du macho man Randy Savage au niveau qualité de cheveux. Voilà. Oui. Je te remercie, bien, pas mal. Et un truc qui m'a fortement gêné, parce que je pense qu'on va pas faire non plus 3 heures sur ce match, le fait que Sting mette 2 fois son finish, son Scorpion Death Drop. Ça m'a un petit peu gêné parce que bon, Doc il a pas non plus été super puissant à la TNA quoi. Ah oui. Ah oui, oui, Ouais, oui. mais j'ai envie de dire, au moins, il paraît pas comme une merde comme tous les autres membres des Season 8. Ça, c'est peut-être un point positif. Ouais. McKnox qui se fait battre en 4 minutes à Impact, on verra quand même. Hein. C'est une grosse crédibilité pour le clan qui est supposé dominer toute la TNA, quoi. Ouais, voilà, bon. C'est un petit peu comme Fortune à l'époque quoi, mais quoique Fortune était quand même un petit peu plus puissant. Mais bon voilà, c'est pas non plus génial. Est-ce qu'on continue sur ce match? Brucey, Sébastien? Oui, Ben, j'avais un truc à dire. Oui. Ah bah Brucey.
MP avait dit encore une partie de ce que je voulais dire tout à Oh, l'heure avant ce mais dis donc. match-là. Si, en parlant de Sting, parce que c'est vrai que le retour de Sting, il est raté, c'est le très loin. Il en fait énormément de retours à TNA à chaque fois. Qui fait l'effort justement à chaque fois de l'économiser au maximum, vu son âge évidemment, et ça depuis des années. Celui-là, c'est le retour de loin le moins réussi. C'est sûr déjà sur l'habillage, là, le 3 janvier, c'était nul. Et puis après, le match n'est pas prestigieux du tout, quoi. Moi, je me suis fait chier d'ailleurs, hein. Donc voilà, après, ça, moi je trouve que ça amène à rien, quoi. Après, il a gagné le match de retour, voilà, point barre, il n'y a pas d'émotion. Après, ça mène rien là, même après, là, les autres membres qui se montrent, et Bouliré qui se montre, puis les membres qui se barrent, bon, ça mène à rien, quoi. Mais moi, tout ce qui se passe autour des Season 8 depuis quelques temps, ça me gonfle à force. Ce clan-là, je m'intéresse de moins en moins au fur et à mesure. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ma réaction sur ce match va être résumée par ce son. Oh mon Voilà. Dieu, je Fallait croyais que que ça sorte. c'est bien le son ou c'est toi qui nous l'a fait là? C'était un son, je te Ah rassure. d'accord, ok bon. Les deux, Non, Comme il est malade, je me suis dit bon, c'est jamais. le vrai vomi sera regardé un petit peu plus tard quand on va parler de la camionneuse Brooke Hogan. Donc, est-ce qu'on peut passer à la suite? On notera quand même au passage que Bully Ray, c'est le seul mec qui arrive à se faire suspendre et qui apparaît 2 fois dans un pay-per-view, hein. Effectivement. ah oui, c'est fort. Mais bon, il était sur le poster. Alors. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'on peut passer à la suite? Ouais. Match triple menace dans ce main event de Genesis. Un match qui était noté 4 étoiles par Dave Metzer. Donc, ça comprend Jeff Hardy, le champion, Austin Aries, le challenger, et Bobby Roode, le second challenger. Un match de 20 minutes 20. C'est d'ailleurs le seul match qui a dépassé les 15 minutes. Donc, un match qui fonctionne à l'élimination. Comme ils sont 3, forcément, il n'y a que 2 éliminations, puisque la dernière élimination est celle de la victoire. Sur cagematch.net, site allemand également disponible en anglais, c'est marqué que Austin Aries élimine Bobby Roode. J'ai envie de dire que c'est Aries et Hardy qui éliminent Bobby Roode. Oui, les deux, mais Harry, c'est plus sur Bobby Roode quand même sur le tombé. J'étais pour dire, les commentateurs ont pointé que c'était Jeff Hardy qui avait fait le tomber. Enfin, c'est Moi, je dirais, ce qui a été dit Moi, parce que moi, perso, j'ai vu les Harry deux. avait Hein. les pieds sur les cordes. moi, je dirais comme Jean-Pierre Foucault, c'est 50-50. Le 50-50. Et à 20 minutes 20, Jeff Hardy remporte sa victoire donc sur Austin Aries. Je veux entendre Boosty sur ce match. Le match du show, incontestablement, déjà, c'était le match, pas forcément le mieux booké, mais parce qu'il n'y avait pas besoin spécialement de booking, mais plus intéressant avec les 3 grands talents qui ont illuminé l'année 2012, même s'il y en a eu d'autres talents évidemment, dont on a parlé plus tôt, mais ces 3-là ensemble pouvaient donner qu'un bon match et c'est ce qui s'est passé. Et puis Jeff Hardy, ça continue la renaissance, c'est décidément, hein. Le meilleur dans ce match, c'est bien lui, hein. Les 2 autres étaient volontairement mis, j'ai l'impression, un petit peu en retrait. Et malgré qu'à un moment, quand même, Austin Harris s'est réveillé complètement, avec le Brainbuster et puis le 450 Splash qui s'écrase dans le vide. Et puis le Top Suicida, voilà, fait ce truc entre guillemets classique, mais qui sont quand même des prises à risque. Mais Jeff Hardy a vraiment fait un grand match et puis ça consolide encore son statut. Match après match, il devient un champion toujours plus puissant, irrésistible. Et là, qui écarte une menace limite à handicap match quand même par moment. Et il a profité aussi de la mésentente finalement qu'il y a eu entre Harris et Roode. Voilà. Après, ce qui m'a un tout petit peu dérangé à l'issue de ce super match, c'est le fait que les éliminations, parfois, une fois que tu as une élimination, t'as tendance à vouloir trop faire vite après. Mais c'est ce qui s'est passé parce que il y a eu un twist of fate original après, et puis la Swanton Bomb, et puis c'était fini. Donc moi, ça m'a un petit peu ennuyé. C'est allé trop vite. Ils auraient pu rajouter 5 minutes, il n'y aurait pas eu de souci à mon avis, hein. C'est ça un petit peu la petite déception sur le match. Après, le résultat est méga logique. De toute façon. Pas MP. Ouais, juste pour dire, je suis rejoint aussi là-dessus parce que moi, j'aurais bien aimé un duel entre les deux, quoi. Entre Harris et Hardy, justement, peut-être un 5-10 minutes d'une grande qualité parce que là, ça s'est terminé en 2 minutes, quoi, après que Roode était éliminé. Donc, moi, je m'attendais pas à 2 éliminations qui se passent en 2 minutes, quoi. J'aurais bien aimé un duel entre les deux
les deux qui terminaient ce match, et surtout que dire quel est le point de faire un match à élimination si tu fais un truc comme ça. Donc. Mais ouais, c'est un très bon match et je laisse la parole à Renaud parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ouais, j'ai trouvé le combat énormissime, moi. Perso, j'ai vraiment, bah alors, j'ai marqué devant, je me suis régalé. Alors c'est vrai que la finale, elle est très courte, mais c'est vraiment trois grands talents, ça va dans tous les sens. Les mecs, oui, pas besoin de booking hein, sur ce match-là. Tu sens vraiment ils se connaissent, et ils font le job. Et franchement, c'était super à regarder. J'ai eu un peu peur à un moment donné. Encore une fois, j'aime bien noter les petites prises dans les matchs, enfin les grosses prises surtout. J'ai eu un peu peur pour Austin Harris à un moment donné, quand il était sur les épaules de Bobby Wood, qu'il allait le prendre pour comme une électrique chair et il y a Jeff qui fait son Whisper in the Wind, là, il tape la tête encore sur le ring. Il y a le replay, ça m'a fait peur pour lui. Et oui, j'ai pas, moi non plus, hein, j'ai pas grand-chose à dire à part que le match, eh ben, faut le voir quoi. Pour ceux qui nous écoutent et qui l'ont pas vu, bon, on vous a dit le résultat. Tant pis, j'ai envie de dire, parce que ce match-là, à mon avis, il va rester excellent, vraiment excellent combat, très très bon combat. Voilà. Ouais, moi je vous suis complètement, hein. C'est le meilleur combat de la soirée avec des moves inédites, jamais vus. On a mentionné le Twist of Fate vers l'extérieur du ring. Il y avait également le Whisper in the Wind sur Rude et Hardy en même temps. C'était jamais vu pour moi. Après, le seul petit point négatif, c'est la tournure du personnage de Rude et Harris qui deviennent en quelque sorte des personnages comiques alors que c'est des top heels normalement de la compagnie. Mais si on suit les impacts, on voit que ce sont deux catcheurs qui essayent de se tirer la bourre l'un à l'autre et que c'est plutôt du comique en fait. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Bah, moi, je vous rejoins, j'ai pas trop de trucs à rajouter, hein. C'est un match excellent. Euh, alors, ouais, non, en fait, j'allais dire un truc, mais ça va répéter ce que C'est vous avez dit. paradoxal quand même, hein, parce que quand c'est bon, on a tendance à dire moins que quand c'est de la merde. Ouais, c'est vrai, j'ai remarqué aussi. En fait, c'est tellement bon que bon, voilà, c'est bon quoi. Oui, bon, peut-être un petit démarrage un petit peu, pas dur, mais voilà, c'est jaugeage, quoi. Mais après, c'est vrai que le Oui. match, à part les 15 minutes qui suivent, sont excellentes, quoi. Donc, est-ce qu'on peut donner les notes? Bah oui, Je je pense. pense qu'on est prêt. On va commencer par le débutant, la TNA Renault. Alors, je vais mettre un 6,5 sur 10 pour le main event. Voilà, on vient d'en parler, le main event qui est énormissime. Pour la prestation de Christian York qui a enchaîné deux combats, les uns derrière les autres, mine de rien. Et puis pour le Storm Daniels, comme j'ai dit, moi je m'attendais à un grand match. J'ai peut-être trop surestimé ce match-là. Finalement, c'est un bon match quand même, hein. Donc oui, 6,5 sur 10, je pense que c'est correct. En tout cas, je le vois comme ça. MP. Ouais, ben, je rejoins Renaud, je donne la même note, 6.5. J'ai hésité à aller vers le 7 à cause du main event, mais je me suis rappelé de globalement le show et je donne un 6.5. Et pour les mêmes raisons, je rajouterais même l'impact des Knockouts qui ont donné quand même un bon match de pay-per-view et ils n'ont pas fait tâche du tout dans ce pay-per-view. Donc je remarque ce bon match des Knockouts et qui ne font pas comme à la WWE, un match qui justement n'est pas très intéressant à regarder. Et finalement, le match avec Knockout, c'est quand même pour moi un bon match que je n'avais pas le goût du tout de passer. Donc 6.5 sur 10. Sébastien. Moi, j'allais mettre un 6 avant le main event, mais avec le main event, je monte à 6,5 comme vous. Je pense que c'est la bonne note qui convient pour ce pay-per-view. Vous me faites peur, je crois qu'on va encore avoir un vote à l'unanimité. Boursti. Ben, 6,5 en effet, ouais. Pour ma part, je rejoins les avis positifs. Mais pour moi, la TNA, la phase de pay-per-view, qui était un des quatre donc de 2013, continue sur la voie des deux derniers tiers de 2012 du catch appliqué. Globalement, le point noir, c'est The Season 8, mais bon, c'est pas trop grave, je dirais, parce que ça n'influence cette fois pas le main event. Enfin, cette fois, je veux dire, la dernière fois, c'était eux qui avaient conclu, il me semble. Oui, c'était eux. J'étais en train de réfléchir rapidement. Et non, voilà, on assiste à des catcheurs qui se donnent très bien et qui s'appliquent, donc ça fait plaisir. Moi, j'ai aussi donné une note de 6,5, donc ça va faire une note globale de 6,5, puisque je trouve que il y a eu du moins bon avec les matchs des Season 8, le match par équipe, mais en même temps, il y a eu du correct avec les deux matchs de Challenger et du très bon avec le match
le main event, quoi, le truc à 3. Donc je pense que 6,5 c'est une bonne note pour ce pay-per-view. Donc je pense qu'on peut dire que Wrestle Radio approuve ce pay-per-view de Genesis. Bah, oui. Complètement, oui. C'est à part No Surrender, je crois que depuis 6 mois, c'est bon. Ah oui, je pense Comme ils que n'ont pas non plus fait des pay-per-view catastrophiques, mais pas des gros pay-per-view non plus, je pense. bon, Destination Ça a X, pas été, Destination X a quand même été exceptionnel. Bound for Glory était quand même à la hauteur pour une fois. là. Oui. Oui. Mais en fait, Après, l'été, ils ont- t'as ils sont- peu hors catégorie, ça a été la grosse période de la TNA, quoi. Et pourtant, je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais je crois qu'il n'y a plus eu le moindre changement de titre depuis 3 pay-per-view consécutifs à la TNA. Je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, Ce oui. qui est assez impressionnant quand même comme C'est fait. depuis Bound for Glory, effectivement, oui. Bound for Glory a illustré beaucoup de changements et depuis, bah, il y a eu Final Resolution et Don Genesis. Ouais. Turning Point aussi. Turning Point aussi. Ah ben oui, 3 effectivement, bravo. Ah, le statisticien est toujours présent dans la place. Et bien surtout qu'à Turning Point, il y avait un super match entre Jeff Hardy et Austin Aries en ladder match, que vous pouvez retrouver sur Instant Catch, si je me trompe pas. Écoute, c'est toi qui as un mec qui les monte, alors il vaut mieux, ouais. Oui, non, mais je me trompe pas. J'ai un petit doute, mais non, c'est bien ça. Donc, on va pouvoir passer à la suite avec... on va parler quoi? On va parler d'abord du plus difficile, à parler, quoi, parce que je pense que Sébastien va pouvoir aller aux toilettes. On va parler de Brook Hogan et de Ouais, Bully bon, alors Ray. très rapidement, là, on va pas non plus. Voilà quoi. Oui, donc il y a eu un petit segment en pay-per-view pour annoncer le mariage de Brook Hogan et de Bully Ray à Impact ce jeudi, qui a eu lieu hier soir pour nous, la veille de l'enregistrement. Et donc ce mariage n'a pas eu lieu puisqu'il y a eu attaque des Aces Nates. Est-ce que Patrick Sébastien Proussi peut nous expliquer tout ça? Bon, Bon, mais sinon, très bien. Le mariage, bah, au départ, toute l'histoire, c'était Hulk Hogan, il était opposé. Bah, finalement, non, il a accompagné sa fille. Et au moment, bah, ils avaient enfilé les bagues, malheureusement. Mais avant qu'il y ait l'officialisation, bah, Taz, bah, d'un coup, il a enlevé sa veste de smoking qui a révélé l'habit des Season Knights. Et donc, ça a amené les Season Knights qui n'étaient pas encore apparus dans le show, donc c'était méga prévisible quand même, à arriver et puis à défoncer Sting, Hulk Hogan et Bully Ray. Donc voilà la fin avec une Hulk Hogan qui sait toujours pas comment s'habiller correctement manifestement. est-ce que tu peux dire aussi qui était présent à ce mariage? Ah oui, il y avait particularité, il y avait quelques anciennes de l'ECW, Spike Dudley et Tommy Dreamer étaient les témoins de Bully Ray. Vous savez, Tommy Dreamer, le mois dernier encore, il me semble, en décembre, ben, on le voyait à WWE. C'est le seul qui peut être autorisé, je pense, à faire comme ça les allers-retours WWE, TNA, inversement. Hein. Il en a fait plusieurs, mine de rien, ces derniers temps. Ah oui, Tommy Dreamer, franchement, c'est impressionnant. Hein. Je pense qu'il doit être en bon rapport avec toutes ces fédérations. Je crois que c'est un mec bien, Tommy Dreamer, parce que franchement, à chaque fois, lui, fait un peu comme il veut. Et Spike Dudley, je savais pas qu'il était là aussi. Ça fait plaisir de revoir Spike Dudley. Tommy Dreamer est bon pote avec Edge et Edge c'est assez connu que c'est un mec très sympa en dehors, Ouais, en voilà. dehors des rings, donc, Ouais. Je pense que Tommy Dreamer, c'est franchement, doit être une patte, ce mec. Au mariage, il y avait également Bruce Tessmacher, Christy Hemme et Mickey James dans des tenues assez sexy. Et, C'est pour Berpa, ça. et Sébastien, est-ce que tu as trouvé sexy la wardrobe malfunction de Brook Hogan? Donc en gros le problème de tenue. Excusez-moi, je suis très malade ce soir. Ah oui, deux, C'est trois. trop énorme. Bicarbonate de soude là. Ah, effectivement, c'était pas terrible du tout. Hein. À part la grosse révélation à la fin qui sauve un petit peu le segment, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'était pas terrible. Hein. Donc Taz, il est quoi, vice-président? Bah, À mon non, avis, on n'a pas de rôle encore on n'a officiel. pas encore, ouais, mais je pense qu'il serait vice-président à mon avis. Bah, vu la silhouette, oui, je pense, à part qu'il sorte Abyss, il n'y a pas vraiment de silhouette équivalente, quoi. Oui, non, c'est fort probable, oui. D'accord. On n'a pas entendu. Mais du coup, là, le gut check, ça risque de faire de la merde, hein, le gut check. Hein. Bah, ils Et vont... surtout au niveau des commentaires, maintenant je pense que Taz ne pourra plus revenir. Donc, Oui, Todd Kenley s'impose complètement là maintenant. voilà. Donc on comprend pourquoi il a été introduit à la table des commentateurs. Complètement. D'ailleurs, c'était à Turning Point, non? C'était pas son premier pay-per-view qu'il commentait. Je crois, ouais.
Et voilà, c'était le premier pay-per-view où les Season 8 s'étaient vraiment implantés. En tout cas, moi je suis très content que Taz se dégage de la table. Ça va donner des bons commentaires. Mike Tenay va Bah, il y aura reprendre. plus Je Pigeons rejoins Blues, Vincent hein. là-dessus. Il n'y aura plus les Pigeons Blues. Alors, Moins que Mike Tenay s'y met. D'ailleurs, MP, t'as pas trop parlé sur ce mariage. Ah ben, je l'ai pas vraiment vu. J'ai seulement lu les spoilers, mais moi, je suis quand même déçu que Taz joigne Season 8 parce que c'est une figure qui est pas vraiment, je trouve, d'importance. Je veux dire, Taz, même il y a 10 ans, il faisait pas grand-chose, c'était encore commentateur. Donc, ça fait longtemps que Taz est passé sa période, son apogée. Donc, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu, quoi. On aurait pu trouver mieux. C'est juste ce que je pense. Je pense qu'on va pouvoir parler de Gutcheck qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, le programme a changé de forme. Sébastien, peux-tu nous expliquer la nouvelle forme? Alors la nouvelle formule de Gutcheck, c'est deux lutteurs qui sont hors du roster en fait de la TNA qui s'affrontent un contre un. Et après, c'est le principal changement parce qu'après c'est les mêmes modalités avec l'élimination la semaine d'après par, par les juges. En fait, on élimine un des deux et l'autre, on lui fait passer l'approbation des juges qui devront répondre par oui ou par non. Et il faut obtenir 2 oui sur 3 pour obtenir un contrat à la TNA en fait. Oui, donc ces deux, au lieu qu'il y ait un catcheur de TNA et un nouveau, entre guillemets, possible nouveau, c'est deux nouveaux. Et là, c'était Brian Cage, si je ne me trompe pas, et Jay Bradley. oui, de la Pro Wrestling guérilla, Brian Cage. Oui, et Jay Bradley, qui est passé par la WWE, je crois, qui Ouais. est Qui était l'RPW d'ailleurs. Oui. Aussi. sous le nom de Ryan Braddock, je crois, à la WWE. Bon, il a pas fait long feu. Vous Hein. n'avez pas aussi, D'accord, ok, je vois. vous avez pas aussi mentionné qu'il est allé au dojo de la New Japan ou un truc du genre aussi, donc J'ai je pas peux dire vu. quand même Ah, qu'il y a j'ai plus souvenance de ça, moi. une certaine quand même expérience, j'ai envie de dire. Du Ah, moins, ça, il a de l'expérience déjà de son passage à WWE, même s'il n'y a pas joué un grand rôle. Bah voilà, c'est. À la TNA, ils sont très sensibles et de l'étiquette WWE, ça les attire toujours beaucoup plus. Et puis là, c'était criard, hein, vu qu'en face c'était un gars de la PWG, bah voilà, privilégie lancer la WWE. Oui, puisque c'est Bradley qui a gagné et c'est Bradley aussi qui a gagné le contrat. Et oui, bon après son rôle, faut l'avoir, hein, parce que pour l'instant, à part York, aucun n'a percé. C'est un Bah, contrat lui, sur combien de temps? indéterminé. Indéterminé, d'accord. Ouais. Bon, il n'y a jamais eu de durée précisée à ma connaissance. Donc, Non, non. bon, après, il y en a hein, en coulisses, ça c'est en Oui, coulisses. oui, hein. Donc, ok. mais voilà. En Mais lui, espérant c'est vrai en espérant qu'il nous fasse un truc à la Matt Morgan, parce que Matt Morgan était aussi à la WWE, mais ils n'en ont rien fait de lui. Et c'est à la TNA qu'il a véritablement explosé. Donc, est-ce qu'on espère pour lui qu'il a le même destin, Braddock? Ouais, explosé. Bon, c'est sûr il connaît une plus grosse carrière, mais il a jamais touché non plus le championnat poids lourd, quoi. Puis bon, sa rivalité contre Hernandez, merci, quoi. Et Crimson. Oh putain, Crimson. Et sinon, Et donc, décidément, hein, Crimson, c'est aussi une cara de chaque Impact Wrestler. C'est incroyable, faut toujours citer lui. Bref, bah oui, bah, t'allais rebondir, je pense, sur le prochain Gut Check le mois prochain. non, pas tout de suite, je vais te donner une petite info. Oui, petite info. Dark Match d'il y a à peu près un an, le 15 mai, Jay Bradley avait affronté Kazayan à Impact Wrestling en Dark Match. Voilà. Bah, ils sont souvent testés, certains, hein, on les revoit. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est le cas, bah, on en parle maintenant du prochain Gut Check. Oui, bah vas-y. Bah, parce que c'est le cas d'une des deux participantes, l'allemande Alpha Femelle, qui catch beaucoup en Europe. Et bah, ce sont deux catcheuses européennes, hein, d'ailleurs, qui s'affronteront. Bah, je laisserai Vincent parler de l'autre. Oh oui. Ouais, bah, j'avoue que visuellement, tu choisis le bon lot, ouais, t'as de la chance. Mais Alpha Femelle, bah, c'est un gabarit plutôt costaud. Et elle avait déjà fait un try-out à la TNA l'année dernière, il me semble. Et en novembre dernier à WWE aussi. Donc elle connaît un petit peu déjà les arcades, à mon avis. Elle a l'avantage un peu plus que son adversaire, à mon avis. À voir. Mais voilà, ce sera un match entièrement féminin. Là. On n'avait plus vu ça depuis Tyler Hendricks, il me semble. C'était le seul cas, Oui. à ma connaissance. Oui, c'est sûr. Bon, voilà, tu peux passer à l'adversaire, il me semble. Bon, apparemment, MP a dit une connerie sur le dojo de la NJPW pour repartir les, mais c'est pas grave.
Et il y en a d'autres qui disent des conneries, puisque je suis en train de visiter le site de la TNA, qui met une petite info sur le gut check qui va apparemment encore changer. Apparemment, on va devoir, les fans pourront voter pour décider qui seront les participants du gut check à la télé. Et donc, ils vont mettre des clips vidéo, des photos des catcheurs sur. Ah ça oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, il y a eu plusieurs catcheurs, catcheuses sur Twitter du circuit indépendant qui demandent de voter pour eux. Donc ouais, c'est ça. Ah d'accord. Je comprends mieux Mm. maintenant. Donc, il faudra voter sur impactwrestling.com. Et c'est quand même marqué sur le titre descriptif que Alex Silva, Tyler Hendricks, Sam Shaw, Wes Briscoe, Christian York, Crimson et Jesse Sorensen ont tous passé le TNA Gut Check pour avoir leur contrat à Impact Wrestling. Ce qui est pas très vrai, puisque bah, chercher oui, il y l'erreur, en a deux là. Il y a eu bug là. bah oui, Deux intrus sur la liste, en fait, Oui. faut les trouver. bah oui, Crimson et Jesse Sorensen, ça fait quand même un petit peu plus d'un an qu'ils sont là, quoi. Et surtout que Crimson, il aurait jamais réussi le gut check alors. Sam Shaw l'a bien réussi. Donc oui, une petite connerie sur le site. L'autre femme, c'est Shana, qui a catcheuse de portugaise, qui a déjà catché en France pour le CTA, pour la Wrestling Stars aussi, je crois, l'APC. Oui, et puis elle est FFCP, la KPW, elle est championne de l'ABC, l'association biterroise de catch. Elle connaît beaucoup ses adversaires, se sont déjà beaucoup affrontés, donc ça devrait être bien huilé, quoi. Et sinon, oui, très jolie demoiselle, vous voulez voir son Twitter. Je pense qu'il y a quelques photos qui vont vous plaire. Mais apparemment, enfin, le peu que j'ai vu d'elle, je crois que je l'avais vu aussi au show à Lille de la WR. À mon avis, elle est. Ah oui, sûrement parce qu'elle a beaucoup fait de tournées donc, avec la WR. Donc, Ouais, je pense que je l'avais vu. Et elle peut avoir un contrat, je pense que c'est un profil qui peut intéresser. bon, voilà, ben, justement, je sais pas, peut-être la transition que la TNA adore le catch européen, donc de facto. Bah, parle-nous un petit Elle a peu fait un de, petit programme. parle-nous un petit peu de la tournée anglaise avant de parler du show. Ouais, il y a un lien, hein, il y a un lien, hein, d'ailleurs. Non, c'est pas la carotte du British Bootcamp, un peu, la tournée anglaise? Si, si, si. Donc voilà, tournée anglaise donc à la fin du mois de janvier, c'est imminent, non? Février, je dis une bêtise, moi. C'est fin janvier, début février, je sais pas. Enfin, c'est pendant la tournée, quoi. Et qu'il y aura, oui, 2 Impact Live, en effet. Mais C'est pas la 4? TNA a tout intérêt. Ah non, 4, oui, je dis une bêtise. 4 à enregistrer en 2 jours. Non, mais non, c'est bizarre Et ça. tous Il y aura ici, un c'est ça. live et 4 enregistrés alors. Et 3 enregistrés alors. Non? Non, il n'y aura aucun live, en fait. Il y aura 4 shows qui seront enregistrés en l'espace de 48 heures, dont 2 à la Wembley Arena et 2 autres, je crois que c'est à Manchester, je crois. Eh oui. Non, mais Halo la 2, ouais. TNA a raison, hein, parce qu'elle avait connu beaucoup de succès déjà l'année dernière sur le show en live qu'elle avait fait et qui avait coûté très très cher au local Mark Ashkins. Mais sinon, ça a été une grande réussite populaire. Et puis, elle sait que l'Angleterre est le seul endroit au monde où elle arrive à dominer la WWE en termes d'audience et de visibilité. Donc, c'est normal qu'elle accorde autant d'importance, il me semble. Il y a un programme, je pense que Sébastien, tu le connais mieux que moi parce que moi, j'ai jamais visionné d'épisodes. Je connais tout le contenu, mais il y a le programme, justement. Diffusé sur la télé anglaise, le British Bootcamp de la TNA, c'est 6 épisodes qui sont visibles sur YouTube, par exemple, qui mettent 2 catcheuses, 2 jumelles, C'est ça. les Bloodsome, j'espère ne pas écorcher leur nom. Les Blossom Twins. Ah voilà, merci. Puis 2 hommes. Et Alors, oui, Rockstar Spud et Marty Skrull. voilà, Marty Scurll qui est le plus connu du lot. Ouais, parce que lui, il a déjà pas mal catché partout en Europe et déjà un tout petit peu aux États-Unis et même au Japon. Donc, c'est le favori du lot. Et donc, bon, Sébastien, tu connais un peu mieux le truc là, quand c'est enregistré et tout ça, je pense. En fait, ces 4 compétiteurs, ce sont 4 Anglais et un de ces 4-là repartira avec un contrat à la TNA. Donc le format, c'est 6 épisodes de 20 minutes. On est actuellement au 4e épisode. Cette semaine, l'épisode 5 et 6, donc les 2 derniers seront diffusés. Et lors de cette finale, on verra les 4 participants combattre dans l'Impact Zone. Et un de ces 4-là seront donc désignés pour obtenir un contrat et également le droit de participer à la tournée de TNA
de février en Angleterre. Donc c'est un programme assez intéressant parce qu'on peut voir l'évolution de ces jeunes superstars, les coulisses de la TNA, etc. Un petit peu également un programme de télé-réalité. C'est le seul inconvénient que je trouve parce que c'est un petit peu trop les codes de la télé-réalité qui sont utilisés. Par exemple, tu vois beaucoup de clash entre les candidats ou encore des petites amourettes aussi par-ci par-là. Et une bande son également qui rappelle le Jersey Shore et tous les programmes comme ça. Ah, je suis pas Ouais, mais d'accord. c'est facile, hein. C'est facile, il y a 2 mecs pour 2 nanas, donc à partir de là. Mais par rapport à Tough Enough, c'est quel genre de programme alors? Moi, ça se ressemble, mais il y a beaucoup moins de catch par rapport à Tosinov, parce que c'est pas Tosinov, ils étaient tous dans un centre. C'était un peu comme militaire. Là, ils sont en ville, quoi. Enfin, ils sont au début en Angleterre. Il y a une légende anglaise qui s'appelle Mark Rocco, qui est passé par la New Japan dans les années 80, qui les coach, les reçoit pendant une après-midi. Il les fait combattre un petit peu, il leur fait un entraînement spécial. Et il doit évaluer s'ils peuvent aller en Angleterre, aux États-Unis, pardon, pour continuer l'aventure. Forcément, les 4 passent, puisque bon, ils sont que 4, et puis ce sera un petit peu con d'en éliminer un dès le premier épisode. Et donc après, ils vont aux États-Unis, ils participent à Buffalo parce ils sont en premier rang, et il y a un moment, la caméra les filme pendant quelques secondes, donc ils doivent faire coucou à la caméra. Et sinon, enfin, c'est plus. Il n'y a pas vraiment de catch, quoi. Enfin, à part au premier épisode où on les voit combattre les deux jumelles ensemble, enfin l'une contre l'autre, et Spud et Marty Scurll, pour l'instant on les a pas trop vus combattre. Dans le 5e épisode, celui de la semaine prochaine, ça devrait un petit peu, on devrait en voir un petit peu plus puisqu'ils sont arrivés à l'OVW où ils vont avoir un petit entraînement de la part de Al Snow et Douglas Williams. Donc je pense que ça sera un petit peu plus un peu plus de catch, mais c'est vrai que c'est intéressant à regarder. La bande son est géniale parce on peut entendre des musiques du genre Coldplay, Metallica, donc ça c'est agréable. Mais c'est pas non plus, si vous voyez pas ce programme, c'est pas indispensable, quoi. Surtout que c'est diffusé qu'au Royaume-Uni, sur la chaîne qui diffuse aussi le show Explosion. MP voudrait Challenge intervenir. TV. Voilà, MP voudrait intervenir. Mais je veux juste savoir s'il y avait vraiment des défis, un peu comme à la Tough Enough, je veux dire, défis par exemple de course à pied. Pas trop, non. genre, Non, pas du tout même. Non, ben, il y a juste apparemment eu un concours de levée de coude dans un bar avec James Storm. Le lendemain Ouais. le lendemain de Buffalo Glory, ça m'a fait un petit peu penser à Ric Flair avec ses soirées Ouh. un petit peu à la rosée, c'est bien Renaud. Fais gaffe, hein, après tu pourrais faire Carlos. C'est plus, on suit les catcheurs, puis apparemment, enfin, si je me souviens bien, quand ils étaient en Angleterre, ils ont affronté un petit peu, enfin, ils ont affronté les médias anglais avec un mec du Sun et un autre du Daily je sais plus trop quoi, la Daily UK. Et, mais non, il n'y a pas trop de challenge, quoi. On suit les catcheurs qui vont dans les coulisses de la TNA, qui parlent à Sting, à Kurt Angle. Par exemple, ils sont présents à la cérémonie du Hall of Fame avec, quand il y a Sting qui s'est fait introniser. Ils sont à la table Donc de. c'était la période d'octobre, vu qu'ils étaient dans Ouais. les coulisses de Buffalo. Ouais, bah, je pense que ça a été enregistré là. Après, je sais pas si la finale a été enregistrée, je pense pas. Je pense que ça va se durer pendant la tournée anglaise. Ils vont évaluer, je pense, qui aura fait le meilleur match. Surtout qu'il y a 4 catcheurs et 4 Impact Live. Donc je pense que ça a plus. La finale aura plus lieu là. Je pense pas qu'elle a été tournée. Est-ce qu'on a aussi un animateur dans cette émission qui nous, par exemple, qui fait les éliminations un peu comme le Stone Cold de Tough Enough ou Pas vraiment, pas bah, du tout on suit vraiment les 4 catcheurs où ils rencontrent des personnages de temps en temps. Enfin, on voit assez souvent DC Carter qui leur prodigue quelques conseils. Il y a un coup, ils mangent ensemble. On voit de temps en temps Jérémy Borash. Alors, je sais que Borash est le producteur de l'émission. Mais sinon, dans le programme, on le voit pas trop. On le voit une ou deux fois. Mais il y a pas. Enfin, il y a des gens qui les accompagnent pendant les épisodes. Par exemple, les coachs comme Marc Rocco et puis maintenant Douglas Williams et Al Snow. Mais c'est pas trop. Il n'y a pas trop. Enfin, on suit les 4 catcheurs qui sont assez souvent en limousine d'ailleurs pour se déplacer. Mais il n'y a pas d'animateur ou de principal. Entraîneur. Ouais, enfin, au début, il y a Marc Rocco qui leur fait passer le test du début. Et là, quand ils sont arrivés à l'OVW, il y a Al Snow et Douglas Williams, quoi. Mais sinon, entre deux, ils sont dans les coulisses, quoi. Ils visitent un peu, mais
Oui, c'est moins axé catch que Tofenov quand même. Ah, Parce que Tofenov, chaque épisode, t'avais les entraînements. oui, beaucoup moins. Bah là, c'est plus axé Ouais. sur télé-réalité, quoi. Oui, d'accord. Et pour les éliminations, c'est les coachs qui font les éliminations ou Il y en a- comment ça Mais en fait, fonctionne il y le en a pas, il y en a processus? Ouais, il y en a pas. Donc je pense que ça. Il n'y aura qu'un gagnant donc à Oui. l'arrivée. Ça se fera à la fin. Comment ça se passe à les jumelles? Je sais pas. Mais apparemment, Alors il y ça, a- c'est vrai que je sais pas si les deux jumelles gagnent ensemble ou si c'est une des deux, par exemple. Ça, je sais pas. Mais de toute façon, ça me paraît un peu bizarre parce qu'on a très bien vu que Torsinov, c'est Andy Levine qui a gagné. Finalement, il s'est fait virer un an après parce qu'il était Ouais. suspendu par la Wellness Policy. Et puis, C'est ça, on ouais. voit bien que sur les 10, je sais pas, 12 participants peut-être qu'il y avait au début, il y en a quelques-uns qui sont restés. Par exemple, la fille, Ariane, maintenant c'est Cameron qui fait danseuse de Brodus Clay. Il y a la sœur d'Alicia Fox qui avait été engagée. Bon, maintenant elle a été virée, mais bon, elle avait été engagée. Je sais plus qui aussi avait été engagé. Donc, on sait très bien que Ouais. je pense que même sur les Et 4 Martin aussi est sur circuit indépendant, il me semble. oui, enfin, ils sont tous sur le circuit indépendant maintenant, mais de toute façon, même si par exemple, on sait jamais si c'est Marty Skrull qui gagne, je pense que les autres seront engagés, mais ils seront placés à l'OVW, quoi. Et de toute façon, les jumelles sont déjà à l'OVW depuis un an, je crois, donc Ouais, ça veut pas dire grand-chose, hein, la télé-réalité, parce il y a des gagnants dans les autres trucs, les trucs de musique. Bon, je suis de très loin, ça aussi. Mais il y en a qui n'ont pas gagné les émissions et qui finalement font des chansons plus que ceux qui ont gagné. Donc, oui, bon. voilà. Non, mais je pense que là, Ah oui, non, mais ça c'est universel de toute façon. Hein. Ouais. Même dans les sports américains, la draft, les premiers draftés, MP le dira mieux que moi, ce sont pas toujours les meilleurs. Et donc voilà, c'est paradoxal. Hein. Bah, celui qui a le lot ne sera pas celui qui s'imposera. Il faudra peut-être regarder le deuxième. Hein. Bah, surtout si c'est pas Marty Skrull qui s'impose. ouais, parce que c'est clairement le plus connu et le plus, en tout cas, le plus fort dans le ring, parce que Rockstar Sport, dans le programme, ils disent qu'il a la réputation d'avoir les meilleurs, enfin, d'avoir fait quelques-uns des meilleurs matchs de l'Angleterre, mais il n'est pas très connu, quoi. Lui-même, il l'avoue, hein, il dit j'ai fait des efforts pour faire les meilleurs matchs possibles, mais jusqu'ici, on n'a jamais posé un œil sur moi. Ce qui est d'ailleurs un peu faux, parce que j'ai été faire quand même mes recherches quand le programme est sorti, et Rockstar Sport avait participé à une tournée de la TNA il y a quelques années, je sais plus quand. Oui, donc en 2007, il avait participé à la tournée européenne de la TNA en effectuant 2 four-way au Portugal contre Pac, Jody Flesh et Johnny Storm. Oui, bah ils prennent pas de risques, et c'est des figures déjà connues, quoi. Ouais. Tout le monde. Bah, Rockstar Spawn quand même moins connu que Marty Skrull, mais les deux nanas sont à la FW, donc Ouais, mais c'est pas... que la TNA connaît, quoi. Elle les connaît tous, donc elle les a déjà vu évoluer en son sein, enfin en quelque sorte. Donc. Oui, donc je pense qu'on a assez parlé sur ce British Bootcamp quand même. Ça va faire presque 2 heures qu'on enregistre, je crois que c'est le plus long Impact Wrestling qu'on ait fait. Donc dernier truc qu'on va parler, donc la refonte des pay-per-view. À l'avenir, en 2013, il n'y aura plus que 4 pay-per-view, donc Genesis, on l'a eu en janvier, Lockdown en mars, donc ça sera à San Antonio au Texas. D'ailleurs, c'est bizarre, on en a parlé dans le dernier podcast. C'est une salle qui peut accueillir 60 000 personnes, mais en fait, la TNA va occuper qu'une toute petite partie, ce qui fait que ça va pas être 60 000, mais plus 15-20 000, quoi. Mais non, mais ça se fera pas trop parce que on l'avait déjà dit la dernière fois, c'est plus 36 000 et dans le contexte salle. Et encore, enfin, il y a Darien qui nous avait filé le plan de la salle, je crois que c'est même encore plus petit, je crois. Enfin, ils vont pas utiliser toute la salle. Donc Lockdown, ça sera le 10 mars. Slammiversary, ça sera le 9 juin. On sait pas encore le lieu. Et Bound for Glory, le 12 octobre. Là aussi, on sait pas encore le lieu. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça sera pas à Orlando. La TNA, pour ses pay-per-views à l'avenir, fera à l'extérieur d'Orlando. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs pour Lockdown. En revanche, il y a d'autres pay-per-view, mais eux ne seront pas du tout en direct. Chaque premier vendredi du mois à partir du mois d'avril. Ouais. Donc ça fera 7, ça fera 7, oui, donc restant sur l'année. Chaque premier vendredi du mois, donc les 2 premiers ont déjà été enregistrés. Chacun thématique. Les 2 premiers donc étaient consacrés, un essentiellement au catch par équipe et l'autre à la X-Division. Et c'est le thème One Night Only, quoi. Voilà. Oui, enfin, One Night Only, c'est plus pour le concept, puisque chaque pay-per-view aura son nom. D'ailleurs, je vais vous dire un petit peu les thématiques des pay-per-view. Alors, on n'a pas tous les noms, je pense. Donc, il y a eu 2 pay-per-view. Donc, le premier, c'est TNA Extravaganza, spécialisé pour la X-Division, donc un petit peu un Destination X. Après, il y a TNA... Il y aura Rob Van Dam, Jerry Lynn. Ça a été déjà annoncé. J'allais le dire. Oh, le deuxième enregistré, qui est déjà enregistré. Qui est enregistré le week-end dernier, juste avant, le samedi avant Genesis.
Alors le deuxième c'est TNA Jokers Wild. Là c'est un tournoi. Au début c'est des équipes qui s'affrontent, donc les équipes de catcheurs de la TNA. Donc je vais peut-être vous dévoiler quelques trucs après si vous voulez. Après, dans les pay-per-views qui n'ont pas été encore enregistrés, il y a TNA Hardcore Justice. Ça c'est récupéré, Oui. parce que Hardcore Justice c'était déjà un pay-per-view. donc. Oui, qui était en fin d'année. Après, il y a TNA 10 réunions, alors peut-être TNA 10 réunions en anglais, qui est un pay-per-view qui réunira les anciens lutteurs de la TNA dans le ring à 6 côtés, ce qui est assez appréciable. Ça fait plaisir. Ouais. Après un TNA Knockouts On peut Knockdown. rêver Attends, juste un truc, est-ce qu'on peut rêver de Petey Williams sur le ring à 6 côtés par exemple? Je pense. Ah, je suis en train de baver, c'est malin. C'est une bonne idée ça de ressortir le ring à 6 côtés comme ça. Ouais. Très bonne idée. Ah, le Canadian Destroyer sur 6 côtés. Oh purée. Oh, les souvenirs. Pardon. J'espère que Bossy ne bave que en haut. Après, il y a TNA Knockouts Knockdown, donc un tournoi avec les lutteuses de la TNA. Première ronde avec des stipulations, puis une ronde finale de 4 knockouts. Après un autre pay-per-view qui sera enregistré, TNA International Incident, un tournoi avec des lutteurs des États-Unis, d'Inde, du Mexique, d'Irlande, du Canada, d'Allemagne, du Japon, de Grande-Bretagne, pas de France apparemment, avec en jeu un match contre le champion de la TNA. TNA Exhibition World Cup Tournament, donc ça c'est un ancien tournoi qui existait, avec une équipe mexicaine, une équipe anglaise, enfin britannique, une équipe américaine, une équipe mexicaine, où il y avait des matchs par équipe, des matchs solo, des matchs X-Division. Donc c'est un gros bordel et c'est très très plaisant à voir. Donc apparemment là ça sera sur un seul pay-per-view. Très intéressant ça. Oui. D'ailleurs je peux vous conseiller une version que j'ai en lien Dailymotion dans une partie. Et après le dernier pay-per-view qui sera enregistré, en tout cas connu, c'est TNA World Cup of Wrestling qui sera à peu près du même genre que le dernier que je viens de vous annoncer. Est-ce que vous voulez savoir quelques infos sans trop spoiler sur les deux pay-per-views qui ont été enregistrés? Non. Bon, bah, je vais juste vous dire que dans le tournoi par équipe, il y aura un lutteur qui va faire son début en pay-per-view, qui est avec la TNA, dans le ressort de la TNA, mais qui a jamais catché en pay-per-view. Un autre qui va faire son retour, qui a déjà combattu en pay-per-view, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et un autre, et puis il y a aussi plein de petites équipes assez inattendues, parce que c'est que des équipes, à part une, c'est que des équipes qui n'ont jamais fait équipe ensemble, ou en tout cas pas officiellement. Bah, c'est normal vu l'état du catch par équipe à TNA. Et donc avec cette série de pay-per-view, ils tendent la main vers le passé. Et comme quoi, c'était pas de la merde le passé. Donc là, Voilà. là je pense qu'on a tout dit, je pense qu'on va pouvoir conclure ce long podcast. Bah oui, tournons-nous vers le présent. Et le futur. Alors, la liste des partenaires de la part de Renault, je pense. Ouais, on a Catch Asylum, alors j'espère que je le dis bien, c'est Asylum, je sais pas trop. Asylum. Asylum, Catch Asylum. Comme le nom de l'ancienne salle où la TNA se produisait d'ailleurs. Ok, donc Catch Asylum. On a FN Lutte, Vox Catch, la Wrestling Evolution League. Il y a Instant Catch de vous, hein, les amis, là. D'ailleurs, petite parenthèse, on a commenté un match de la TNA qui date de 2002 entre AJ Styles, Jerry Lynn et Loki en match de l'échelle. Très intéressant. Et il faut le voir, hein. Il faut le voir ce match. Hein. Très très intéressant. On a le iTunes aussi, de la page de Wrestles Radio. Central Pop Rock, notre ami Kevin. Perso, je le connais pas, mais je sais que c'est un créateur d'émission, donc Kevin, je te passe le bonjour si tu m'écoutes. Le Facebook de Wrestles Radio, notre page YouTube de Wrestles Radio. On a aussi le Twitter Wrestles Radio et notre Twitter personnel, donc le Twitter de Brousty. C'est Philly Land. Seb. C'est Ricalewi67. MP. Moi, c'est WR Maxime Poulain. Et Vincent. Watio Vincent. Alors moi, c'est Malenko06. Est-ce qu'on dit ceux des autres qui sont pas là ce soir avec nous? Non. Et voilà, vous avez qu'à être là, les gars. Voilà, Bon, les autres, vous verrez la liste. Ouais. C'est pas spécialiste TNA, donc forcément. Mais voilà. Donc voilà pour les partenaires. Après, c'est la fine équipe. On oublie le principal, notre forum, wrestles.fr. Venez Oui, vous inscrire sur ce forum. C'est là que vous voyez toutes les infos sur les podcasts, les liens, que vous pouvez éventuellement demander des infos complémentaires. Et d'ailleurs, Pas oublier le jeu de Tifo aussi. oui, vous pouvez gagner un DVD. Les superstars du 21e siècle, enfin les plus grands DVD superstars. Blu-ray en plus. Oui, Blu-ray d'ailleurs. Ouais. En répondant Vous à voyez les modalités de ce jeu sur la page Facebook de Western Radio. Tout est précisé. 5 petites questions, un petit message privé sur Facebook et vous pouvez gagner un DVD.
petite dernière info, je crois qu'on l'a pas dit, notre adresse mail, assasradio@gmail.com. Je pense qu'on peut conclure. Commentaires, suggestions. Oui, voilà. N'importe quoi, même commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes, n'importe où. Bon, bah, je pense 5 étoiles, 5 étoiles. Oui, n'importe où on peut le lire en tout cas. Hein. Oui, parce que écrire un commentaire sur les fesses à Bruce, ça sert à rien. Enfin, voilà, il n'y a personne qui va le lire. Bah écoute, bon aussi, hein, t'as fait Patrick Sébastien toute la soirée, Finalement, je remplace Gus là dans le rôle. du pervers. Oui. On va pas finir sur une blague comme avec Gus, on va finir sur Carlos avec Big Bisou. Ah, ciao. Approchez, approchez. On va danser le Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Rendez-vous au Big Bisou. Et d'abord, sur la main, style ancien, noble et tout